Bonsoir, bonsoir à vous tous et à vous toutes et bienvenue dans cette masterclass qui va être consacrée aux épreuves orales du concours de professeur des écoles. Donc, pour animer cette masterclass, je suis accompagnée de Stéphane. Bonsoir Bonsoir, Stéphane. bonsoir Véronique et bonsoir tout le monde. Bien. Donc, pour vous présenter Stéphane, c'est notre professeur, notre brillant professeur de mathématiques qui prépare aux épreuves écrites, n'est-ce pas Stéphane? Oui, oui, je me limite à ça, chacun son domaine de compétence et ça me va très bien. Mais bon, j'aime bien te suivre aussi, tu le sais. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce soir, je vais avoir le plaisir d'animer une présentation. Cette présentation où je vais essayer, pour ceux qui se posent des questions et qui ont quelques doutes sur ces épreuves, les épreuves d'oral, les épreuves d'admission du concours de professeurs des écoles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais aussi rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Véronique. Je suis professeure, enfin, à la base, je suis professeure des écoles, ou plus exactement institutrice. J'ai été en classe pendant de très nombreuses années. J'ai été maître formateur, j'ai été correcteur des épreuves de français à l'écrit, à l'admissibilité, et j'ai également été jury pour les épreuves d'admission. Voilà. J'ai aussi, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'accompagne les personnes qui préparent ce concours qui est somme toute assez sélectif, nous sommes d'accord. Et à Brio Concours, eh bien, je m'occupe des épreuves d'oral, c'est-à-dire leçons mathématiques et français, ainsi que MSP. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter ce soir. Voilà. Je pense qu'on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps. Donc, on va commencer déjà par voir un petit peu quels sont les objectifs de notre masterclass. Alors oui, si vous avez des questions, vous les mettez dans, Stéphane va couper Oui, le chat, et vous savez que vous avez la boîte QR, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte QR, j'y répondrai. S'il y en a certaines auxquelles je ne réponds pas, eh bien Stéphane me les rappellera. Dans tous les cas, cette masterclass, elle est là aussi pour répondre à vos questions. Nous sommes d'accord, chef? Est-ce que nous sommes ah oui, d'accord? oui, 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 bien sûr, de mon côté, oui, moi je suis toujours d'accord avec toi, Véronique. Bien. Donc, les objectifs de notre masterclass, c'est, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est d'essayer de comprendre les modalités et les attentes des épreuves de leçons et de mathématiques, et également les modalités et les attentes de l'épreuve de mise en situation professionnelle. Vous appropriez une petite méthodologie, hein, vous donnez des petits axes méthodologiques. Essayez aussi que vous compreniez un petit peu quelle est la posture que vous devez adopter le jour de l'oral, et élaborer un petit plan d'action pour pouvoir travailler les épreuves d'oral. Le programme que nous allons suivre ce soir, eh bien, je vais partir des épreuves de leçons. On va très rapidement regarder les décrets, parce que c'est important quand même, faire un tout petit point terminologique. Je vais également vous expliquer en quoi consiste l'épreuve, puisqu'il s'agit de monter une séance, quelques conseils généraux et quelques lectures. Et nous ferons la même chose avec l'épreuve de mise en situation professionnelle. Nous regarderons rapidement le décret, les quelques remarques des rapports de jury, puisque vous savez que c'est la première année que cette épreuve d'oral existe. Donc, quel a été le retour des jurys par rapport aux candidats qui sont passés l'année dernière. Quelques mots sur l'épreuve, quelques mots sur les lectures, et puis je vous montrerai un petit peu comment répondre à une question. Voilà. Et bien évidemment, je vous le répète, les questions dans la boîte QR, vous n'hésitez pas. Et à la fin de la présentation, bien évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, on va de suite commencer par ces fameuses épreuves de leçons. Donc, vous savez que ces épreuves sont nouvelles, hein, puisqu'elles ont été établies par le décret de janvier 2021, et que c'est l'année dernière que nous avons eu la première fois l'épreuve. Alors oui, pour répondre à la première question, le diaporama sera mis sur le site, absolument. C'est-à-dire que lorsque j'aurai terminé ma leçon, enfin ma présentation, je déposerai le diaporama sur le site. Donc, si on regarde ce décret, eh bien, leçon de mathématiques et de français. Donc, l'épreuve, c'est une successivement sur le français et les maths. Donc, ça veut dire que vous allez devoir présenter votre leçon de mathématiques, puis enchaîner sur la leçon de français.
Donc, c'est déjà ça une difficulté parce qu'il faut enchaîner les 2 leçons, quelle que soit la façon dont s'est passée la première. Et vous admettrez que l'année dernière, on a majoritairement commencé par la leçon de maths. Et c'est vrai que quand la leçon ne s'est pas très bien passée, que le jury n'a pas été très bienveillant, quand après il faut enchaîner sur le français, ben, c'est quand même, il faut prendre sur soi. Hein. Donc, comme je vous le disais, il s'agit de présenter une séance d'enseignement à l'école primaire, donc ça veut dire de la maternelle au cycle 3, et vous devez, à travers cette leçon, montrer à votre jury que vous avez une bonne maîtrise de la discipline, maths-français, mais aussi des connaissances pédagogiques. Et c'est avéré, hein, tous les sujets ont présenté l'année scolaire, ont présenté le cycle, ont présenté la période. Majoritairement, les sujets l'année dernière étaient bien composés d'un dossier qui comprenait au plus 4 documents. Et puis, c'était des documents assez courts. On n'a pas eu des dossiers très, très longs. De notre côté, vous n'avez que 2 heures de préparation. Et le candidat, comme je vous le disais, hein, présente successivement au jury les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon. Et une fois que vous avez présenté cela, eh bien, va s'en suivre un entretien avec le jury qui va vous poser des questions et, comme le dit le décret, qui va permettre de préciser ou d'approfondir les points qu'il va juger utiles, aussi bien au niveau disciplinaire qu'au niveau didactique. Donc ça, c'est le décret. Donc finalement, résumons, vous allez avoir un temps de préparation de 2 heures, ce qui veut dire que 1 heure pour les mathématiques, 1 heure pour le français. À l'issue de ce temps de préparation, vous irez devant le jury, c'est le même jury, et il va y avoir français ou maths pendant 30 minutes. Comment vont se découper et mathématiques après pendant 30 minutes, donc c'est une épreuve d'1 heure. Comment ça va se découper? Eh bien, vous allez commencer par faire un exposé qui devra durer entre 10 et 15 minutes. Et à la suite de cet exposé, un entretien du temps restant. Donc, si votre exposé a duré que 10 minutes, votre entretien devra faire 10 minutes. Si votre exposé a duré 15 minutes, l'entretien fera 15 minutes. Et une fois que vous avez terminé, eh bien, il faut enchaîner la même chose avec l'épreuve de français ou de mathématiques. Ça dépendra ce sur quoi le jury a voulu vous interroger en premier avec l'exposé et l'entretien. Donc, ça fait une épreuve d'1 heure. Donc, finalement, nous avons une épreuve globale qui dure 3 heures. 2 heures de préparation, 1 heure devant le jury. Alors, vous l'avez compris, durée 2 heures plus 1 heure. La note, elle est sur 20. C'est une note sur 20. Et alors, l'année dernière, on n'a pas eu la distinction français-mathématiques. C'est-à-dire qu'ils ont mis une note globale. Les candidats n'ont pas pu savoir si c'était en mathématiques ou en français qu'ils avaient pêché, mais ils ont eu la note sur 20. Ce que je trouve un petit peu dommage. On a une note éliminatoire qui est 0, donc ce qui veut dire qu'effectivement, le jury peut vous mettre 0, mais on est bien d'accord qu'au regard du coefficient, c'est un coef 4, c'est-à-dire c'est le plus fort coefficient, même si vous avez 2, 3, 4, 5, de toute façon, ça ne vous éliminera pas, mais ça ne vous permettra pas d'avoir le concours, parce qu'un coef 4, c'est énorme. Et c'est le plus fort coefficient de ces épreuves. Donc, ce qui veut dire que cette leçon, elle est absolument capitale. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que comme elle vient après les écrits et qu'on se dit que pour aller à l'oral, il faut d'abord avoir les écrits, on a tendance à négliger les épreuves de leçon. Sauf que si on s'y prend trop tard, comme la masse de connaissances à travailler est quand même assez prodigieuse, eh bien, il n'y a pas de temps. Et finalement, on a eu des oraux où les jurys ont trouvé que les candidats n'étaient pas suffisamment préparés. Voilà. Donc, je vous propose un petit exemple de sujet. Ça, c'était un exemple de sujet de mathématiques dans l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, vous voyez comment ça se présente. On va avoir bougez pas. On va avoir, voilà, c'est lui que je voulais. On va avoir donc construire et présenter une séance. Alors, les 6 critères, c'était du cycle 1. On a eu beaucoup de cycle 1. En moyenne section, vous voyez, on vous donne la période. On vous dit que c'est une séquence qui est sur la décomposition du nombre 5. On vous dit que c'est une séance de découverte, donc c'est la séance 1 de la séquence, et on vous donne les objectifs. Et puis après, voilà les documents qui ont été proposés. Donc le document 1, c'était un extrait des programmes. Donc ça a été majoritairement ce qui a été donné, hein, l'extrait des programmes du cycle 1. Ça a continué sur les programmes. Après, en document 2, il y a eu du matériel. Et en document 3, il y avait des extraits d'albums à compter de Rémi Bricciot.
Donc voilà, c'est tout. Vous voyez que c'est un dossier qui finalement n'est pas très long. Il n'y a pas beaucoup de documents à lire. En préparation, c'est vrai que nous, on a tendance à bien connaître les programmes, ce qui fait que finalement, quand on lit le programme, on ne le découvre pas parce qu'on sait exactement ce qu'il contient. En français, ça, c'est un exemple qui est tombé à Lille. Donc, en français, un document, donc 4 documents. Là, on présente les documents, on donne la consigne. Donc, c'était en lien avec le projet de classe, la séance visera à inciter les enfants à communiquer. Donc là, on nous dit, en fait, globalement, sur quoi doit porter la séance. Et là, on avait 4 documents, mais vous voyez, les 4 documents, pareil, c'était 2 pages. Hein. Un premier document qui était encore un extrait des programmes, avec les attendus de fin d'école maternelle. Donc souvent, vous avez peur en vous disant « je ne vais jamais arriver à retenir tous les attendus », mais finalement, dans les dossiers qui sont tombés l'année dernière, les attendus y étaient pour la plupart du temps. On s'aperçoit que le document 2, c'est un document EduScol, dont nous parlerons tout à l'heure, qui continue en fait sur 2 pages, et un petit document 4 qui est le projet de classe qui était proposé. Et il fallait donc que votre séance, enfin que la séance des candidats s'inscrive dans ce projet de classe, et c'est tout. Donc, vous voyez que finalement, les sujets ne sont pas très longs, ne prennent pas beaucoup de temps à être lus. Et c'est vrai que lorsqu'on a préparé l'épreuve, vu que ce sont majoritairement des documents finalement institutionnels, eh bien, on les connaît. Et même si on ne les connaît pas, vu qu'on connaît bien les programmes, on sait exactement où ils veulent nous amener. Je n'ai pas de questions dans le Q&R, donc je vais continuer. Si vous avez des questions qui vous viennent, surtout n'hésitez pas. Alors, je voulais juste vous faire un petit rappel terminologique. Lorsque nous regardons le décret, on nous parle de séance. Donc, il faut que vous montiez une séance et non pas une séquence. Donc, vous vous rappelez ce qu'est une séance. La séance, elle fait partie de la séquence, donc vous ne vous trompez pas. Elle a un objectif spécifique et cet objectif spécifique, il va falloir que vous le décliniez quand vous allez le présenter. Alors, soit il vous sera donné, soit il ne vous sera pas donné et vous allez devoir vous le présenter. Une séance, en fait, elle doit s'inscrire dans la séquence et donc, quand vous allez la présenter, votre séance, vous devrez forcément avoir une vue d'ensemble de la séquence. Alors, soit elle vous sera donnée, soit il va falloir que vous la construisiez très rapidement, puisque la séance que vous allez présenter, elle est supposée faire progresser l'élève pour qu'il puisse maîtriser les compétences de la séquence. Et la séance se déroule en plusieurs étapes et à la fin, on peut prévoir une évaluation formative. À la fin d'une séance, ce n'est pas une évaluation sommative, c'est une évaluation formative. Elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en présenter une. N'oubliez pas que la séquence, au contraire, c'est un ensemble de séances et que cette séquence elle a un objectif général et que cet objectif général sera atteint à la fin des séances. C'est pour cela que si dans le sujet, on vous propose l'objectif de la séquence, il faudra bien que vous réfléchissiez en quoi la séance que je propose va contribuer en fait à l'acquisition des compétences de l'objectif général présenté dans la séquence. Vous ne devez pas dissocier l'un de l'autre. Évidemment, la séquence, vu qu'elle est composée de plusieurs séances, elle va viser à la maîtrise de plusieurs compétences. Et c'est à la fin de la séquence qu'on va avoir une évaluation sommative. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait ce petit point terminologique? C'est parce que si vous prenez le sujet que je vous ai proposé tout à l'heure, et si vous lisez la consigne, il est marqué « À l'aide de ces documents, vous présenterez une séance contextualisée ». Et là, eh bien, il ne fallait pas passer à côté. Une séance contextualisée, ça veut dire en fait une séance inscrite dans une séquence. Ce qui signifie qu'il fallait très, très rapidement réfléchir à quelles seraient les autres séances que je proposerais et qui seraient constitutives de la séquence. Oui, Hélène, ne t'en fais pas, le diaporama sera à la disposition pour tout le monde, donc ne t'en fais pas. Voilà. Donc, vous voyez, cette notion de séance et de séquence, je pense que vous la maîtrisez tous, je pense qu'il n'y a pas de souci, et elle est capitale, parce qu'on ne peut pas se tromper, mais il faudra véritablement que vous pensiez à inscrire votre séance dans une séquence, parce que ça peut être en fait une question du jury, et si vous l'avez préparée en amont, vous ne serez pas déstabilisé si le jury vous la pose. Voilà.
Non, j'ai une question qui me dit les séances qui seront demandées ne sont pas… Eh bien non, tu vois ici par exemple, dans l'exemple de livre que je propose, il n'y a pas de séquence. C'est-à-dire qu'on va effectivement dire qu'une séance contextualisée, elle est en lien avec le projet de classe. Donc c'était en fait au candidat avec le projet de classe de rapidement pouvoir décliner la séquence. La séquence n'est pas forcément donnée, elle a d'ailleurs été très rarement donnée. Voilà, et le live sera en replay également. Voilà donc ce que ça peut donner. Donc, ce qui est rassurant, il y a quand même deux choses qui doivent vous rassurer. C'est que premièrement, il n'y a pas beaucoup de documents, parce qu'en 1 heure, vous comprenez bien qu'on n'a pas le temps de lire des dizaines de documents. Et deuxièmement, majoritairement, les compétences, les objectifs, les attendus de fin de cycle étaient dans les documents qu'on nous proposait. Si le mot contextualisé n'est pas écrit, eh bien, tu fais ta petite séquence, soit tu la prépares. Voilà, ce que je veux dire, c'est une question qui m'est posée et que je trouve très pertinente. S'il n'y a pas marqué contextualisé, préparez, inscrivez toujours votre séance dans une séquence. Inscrivez-la. Soit c'est une séance ritualisée. Par exemple, en mathématiques, il n'est pas exclu que ce soit une séance ritualisée. Si elle est ritualisée en calcul mental, par exemple, ou en résolution de problèmes, si on a une séance ritualisée, elle est forcément hors séquence, puisque c'est un rituel qu'on peut faire tous les matins en calcul mental. On sait qu'on peut très bien faire 2 fois par semaine, par exemple, 10-15 minutes de calcul mental en cycle 2. Donc là, elle ne sera pas inscrite dans une séquence. Mais la plupart du temps, il va falloir quand même que vous y pensiez. Et ce serait bien qu'à l'oral, vous le fassiez très rapidement. Soit vous pouvez le dire si vous avez le temps, soit c'est prêt au cas où le jury vous dise « Bon, ben là, madame, monsieur, vous nous présentez une séance, mais finalement, comment vous l'inscrivez dans la séquence ?» Donc, c'est pour être prêt, en fait, aux questions éventuelles du jury et que vous ne soyez pas déstabilisé. Autre rappel terminologique et non des moindres, c'est que lorsque l'on regarde le décret, on nous parle de compétences pédagogiques, on nous parle de didactique. Donc, évidemment, il faut que vous fassiez bien la différence entre la pédagogie et la didactique. Il ne faut pas vous tromper et on va s'en apercevoir dans votre discours. Dans votre discours, très rapidement, on va se dire qu'il y a une confusion entre pédagogie et didactique. Donc, on va commencer par la pédagogie. La pédagogie, elle s'intéresse aux relations maître et élève. Alors évidemment, vous avez peut-être une notion du triangle pédagogique, hein, et vous savez que dans ce triangle pédagogique, il y a le savoir, le maître et les élèves. Et en fait, la pédagogie, elle est sur l'axe entre le maître et les élèves ou les élèves entre eux. Donc finalement, la pédagogie, c'est la conduite de classe. La pédagogie, c'est quel dispositif je vais mettre en place. Est-ce que je vais faire travailler mes élèves en groupe classe, en cycle 1 en atelier, et dans ce fait, combien d'ateliers? Quelle sera la gestion des ateliers? Atelier libre, atelier autonome, atelier dirigé. Est-ce qu'au contraire, cycle 2, cycle 3, je vais les mettre en groupe? Dans ce cas, en groupe de combien? Dans ce cas, en groupe hétérogène, en groupe homogène, et pourquoi? Il faudra forcément le justifier. Est-ce que je vais les faire travailler en binôme? Dans ce cas, comment je constitue mes binômes et pourquoi je les mets en binôme? Et sachez qu'à l'oral, on peut tout entendre. Il n'y a pas de raison qu'on vous reproche quelque chose à condition que vous le justifiez. Si vous décidez de faire des groupes hétérogènes, c'est votre choix, mais vous dites pourquoi. Ou des groupes homogènes, c'est votre choix, il faut tout le temps dire pourquoi. Donc, le dispositif, c'est de la pédagogie, l'organisation. Quelle est l'organisation que vous allez faire? Par exemple, si vous faites des groupes, eh bien, comment vous allez organiser vos groupes? Quel rôle vous allez donner? Est-ce que vous penserez à ce qu'il y ait le scripteur? Est-ce qu'il y aura après celui qui viendra faire le porte-parole? Est-ce que vous allez penser à un maître du temps? Donc, comment vous allez vous organiser? Quel support vous allez donner à vos élèves et quelle sera éventuellement la modalité d'évaluation. Donc, ce sont les questions que l'on se pose lorsqu'on est en pédagogie. Alors, j'aurais pu rajouter en pédagogie aussi quelle autorité vous voulez mettre en place, le rôle de l'enseignant, enfin, il y a plein de choses. Hein. Et la didactique, elle, par contre, elle va s'intéresser au processus d'acquisition et de transmission des connaissances, c'est-à-dire au contenu. Dans mon triangle pédagogique, la didactique, eh bien, c'est le pôle enseignant-savoir. Et elle questionne le rapport de l'enseignant au savoir, c'est-à-dire quels sont les savoirs concernés. Et là, on va parler de transposition didactique, c'est-à-dire que j'ai un savoir savant. Ce savoir savant, il va falloir que je le transforme, que je le transpose en savoir enseignable.
Donc, ça veut dire par rapport au programme, ça veut dire par rapport au niveau de classe. Et ce savoir enseignable, il va falloir que je le transforme en savoir enseigné, effectivement, où là, effectivement, j'ai pu déjà déterminer quel était le savoir au niveau, par exemple, du cycle. Et après, dans le cycle, il va falloir que j'établisse une programmation avec mes collègues pour voir ce qu'on va aborder. Donc, ces savoirs, transposition didactique, quels sont ces savoirs et comment je vais passer du savoir savant au savoir à enseigner. Alors, ce n'est pas la méthode, Gaëlle. La méthode, en fait, elle relève de la didactique, de la pédagogie. La méthode, par exemple, est-ce que tu seras plutôt dans une démarche transmissive, dans une démarche appropriative, déductible, inductible. Là, si tu veux, ce sera de la pédagogie. Quand tu parles de la démarche, ça relève de la pédagogie. La pédagogie, c'est quand tu es en face de tes élèves. La didactique, c'est quand tu as ta table de travail et que tu es en train de préparer ta programmation, ta progression, tes fiches de prêt. Mais après, la démarche, elle relève, et la méthode, elle relève de la pédagogie telle que nous, on l'entend. Donc, ce seront les savoirs. La didactique, c'est aussi comment je vais décomposer ces savoirs en fonction de mon niveau de classe. Si j'aborde, je ne sais pas moi, l'accord du verbe, je ne vais pas du tout l'aborder de la même façon en CE1 et en CM2. Donc, il va véritablement falloir là que je réfléchisse. C'est de la transposition didactique. C'est aussi comment je vais les hiérarchiser pour construire la séquence et la séance. Je vais avoir tout, par exemple en mathématiques ou en français, tout mon programme, et par quoi je vais commencer? Est-ce que je commence plutôt par la résolution de problèmes pour donner du sens aux opérations, ou est-ce que je commence par les techniques opératoires pour que les enfants aient les outils pour faire la résolution de problèmes? C'est pareil, là, on peut penser à tout, mais il faut quand même qu'on ait réfléchi à la programmation et à la progression. C'est de la didactique. Évaluation. Comment je vais évaluer? Quelle évaluation je vais proposer? C'est également de la didactique. Et ensuite, effectivement, elle va aussi questionner le rapport de l'élève au savoir. Et ça, dans vos séances que vous allez préparer à l'oral, il va absolument falloir que vous l'envisagiez. C'est-à-dire, quelle procédure l'élève va-t-il utiliser? Quelles vont être ses difficultés? Quels vont être les obstacles épistémologiques, les obstacles didactiques que les élèves vont rencontrer? Comment je vais y remédier? Qu'est-ce que je vais apporter comme remédiation, comme différenciation? Donc, tout ça, ça relève de la didactique. Alors, il y a une question qui est passée à laquelle je n'ai pas répondu. L'art d'enseigner, c'est… Ah, comme c'est joli ça, Annabelle. Pour moi, l'art d'enseigner, c'est en fait bien maîtriser la didactique, mais si tu sais, même en étant un bon didacticien, rien ne dira que tu seras un bon pédagogue. Donc, l'art d'enseigner, c'est déjà avoir de solides connaissances en didactique, mais après, c'est d'avoir l'art pour faire passer ces connaissances. C'est-à-dire prendre en compte les difficultés de tes élèves, prendre en compte les représentations de tes élèves, prendre en compte tout ce qui fait ton élève et faire en sorte que ce savoir, eh bien, tu arrives à le faire rentrer dedans, tu lui donnes envie de rentrer dans ce savoir. C'est ça l'art d'enseigner. L'art d'enseigner, un bon didacticien ne fera pas forcément un bon pédagogue. Et je pense que ce qui est le plus important dans le métier, c'est la pédagogie. Donc oui, Annabelle, l'art d'enseigner, c'est les deux. C'est absolument les deux. Tu ne peux pas être un bon pédagogue si tu n'as pas les connaissances qu'il faut en didactique. Tu ne peux pas être tu peux être un bon didacticien en revanche, mais ça ne veut pas dire que tu seras un bon pédagogue. La pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, bien évidemment, mais qui est aussi en lien avec vos motivations, en lien avec les raisons pourquoi vous voulez enseigner finalement. Et là, quand je vous dis ça, il faut vraiment y réfléchir par rapport à l'oral. Vous savez que maintenant, depuis l'année dernière, c'est une grande nouveauté. Vous allez avoir 5 minutes où vous allez devoir présenter vos motivations, puis 10 minutes où le jury va vous questionner sur vos motivations. Et quelque part, réfléchir à la pédagogie et à la didactique, c'est déjà réfléchir à pourquoi je veux faire ce métier, pourquoi je veux être dans une classe, qu'est-ce que je pense pouvoir apporter à mes élèves. Et là, c'est plus pour moi de la pédagogie que de la didactique. La didactique,
on a tous rencontré d'excellents enseignants qui avaient un niveau exceptionnel, mais qui n'arrivaient pas à faire la transposition didactique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas en fait à proposer des dispositifs un peu plaisants, ils n'arrivaient pas à proposer des supports un peu ludiques, ils n'arrivaient pas à différencier l'évaluation pour que finalement, eh bien, chaque élève, on puisse évaluer ce qu'on a voulu travailler avec eux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Annabelle. Pour moi, l'art d'enseigner, c'est un savant mélange des deux. Et par contre, en étant professeur des écoles, la pédagogie est très importante. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà pour ces deux petits aspects terminologiques que je voulais voir avec vous. Alors, quelques éléments de méthodologie. Comment est-ce que nous allons pouvoir travailler notre exposé? Alors, l'exposé, il fait entre 10 et 15 minutes. C'est-à-dire que pour moi, idéalement, il doit faire 12 minutes. Moins de 10 minutes, vous serez pénalisé. Plus de 15 minutes, on va vous arrêter. Donc, coupez la poire en deux et dites-vous que 12 minutes, 12-13 minutes, c'est pas mal. N'oubliez pas aussi, d'un point de vue pratique, d'avoir un chronomètre. Moi, je conseille tout le temps le chronomètre parce que vous n'aurez pas droit au portable. Après, si vous avez l'habitude de votre montre, c'est très bien. Mais sinon, eh bien, vous pouvez, c'est tout à fait admis. Vous avez un chronomètre. Vous oubliez juste de ne pas le déclencher parce qu'il y a des fois des candidats qui, sous le stress, oublient de déclencher le chronomètre, ce qui est un peu gênant. Voilà. Donc, l'idée, c'est que on se dit que 12-13 minutes, ça commence à être bien. Donc, oui. Juste une petite remarque, je crois que les montres connectées sont interdites. Ah oui, oui, totalement. Voilà. Totalement. Tout ce qui est précision. connecté, oui, tu as bien fait d'intervenir. Tout ce qui est connecté est interdit. Donc, ça veut dire que pour moi, l'idéal, c'est le chronomètre. Sauf, je répète, si vous avez l'habitude de votre montre, mais une montre à aiguille, ce n'est pas évident. Donc, vous allez acheter un chronomètre 3 € et il vous servira quand vous serez en classe avec vos élèves. Donc, c'est un investissement. Revenons à l'exposé. Donc, qu'est-ce que je vais présenter pendant ces 10 à 15 minutes? Comme toujours, on va commencer par une introduction. On est bien d'accord. L'introduction est courte. L'introduction, elle fait 2 à 3 minutes. Voilà, pas plus. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'introduction? Vous allez essayer de faire une phrase d'accroche. Et cette phrase d'accroche, elle va montrer que vous connaissez les programmes en vigueur, que vous avez des connaissances institutionnelles. Je ne sais pas, je regarde mon dossier, je vois que ça porte sur l'oral, je sais pas moi, le début du débat en fin de cycle 2, eh bien, vous allez commencer par présenter l'oral en disant, eh bien voilà, l'oral est travaillé à l'école, il est au cœur du cycle 1, il continue à être travaillé en cycle 2 et en cycle 3, plutôt dans une dimension de débat, de discussion. Il répond à des règles. Oui, vous allez contextualiser en fait la thématique du dossier. Si c'est en mathématiques et si c'est la résolution de problèmes, eh bien vous direz la résolution de problèmes fait partie des fondamentaux du socle commun. Elle est inscrite dans les programmes, même si elle apparaît qu'explicitement au cycle 2 et au cycle 3, eh bien en cycle 1, les jeunes élèves sont aussi amenés déjà à être confrontés à des résolutions de problèmes. Donc, vous allez faire une phrase d'accroche où vous allez essayer de contextualiser la thématique du dossier dans une dimension plus générale de l'école. J'ouvre une parenthèse. Comment est vérifiée la montre que l'on utilise? Ça se voit, une montre connectée, vous savez, ça se voit de suite. Je pense que Stéphane, on est d'accord. Ah oui, 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 oui. Quand vous allez poser votre montre sur votre table, sur vous allez forcément la poser parce que vous n'allez pas regarder votre montre comme ça en même temps que le jury que vous parlez au jury. Donc, vous prenez la montre, vous la posez sur la table, vous prenez le chrono, vous le posez sur la table et vous jetez un coup d'œil discret. Donc, ça se verra. Après avoir fait ma phrase d'accroche, je vais présenter mon dossier. Présentation rapide du dossier, rapide. C'est-à-dire que vous allez les nommer en disant nous avons 4 documents, dont 3 émanent d'EduScol, par exemple, et vous allez donner l'idée directrice en disant le premier donne des préconisations sur, je ne sais pas moi, sur l'oral au cycle 1 en disant qu'il faut amener les enfants à oser entrer en communication, ce qui est corroboré dans le document 2. Donc, faites une présentation et vous mettez rapidement en évidence leur complémentarité. Ça prend 1 minute grand maximum. Puis, vous allez contextualiser la séance. Donc, pour contextualiser la séance, eh bien, vous allez expliquer quel est le domaine de mathématiques
de français que vous allez présenter le cycle, le niveau, la période, et vous le rattacherez au domaine du socle commun, sauf pour le cycle 1, puisque vous savez que le cycle 1, le socle commun commence, même si la maternelle est obligatoire depuis 2019, on n'a pas encore de directive claire qui nous disent que le socle commun doit intégrer le cycle 1. Donc, pour le moment, c'est au cycle 2. Mais dès que vous allez monter une séance pour le cycle 2 ou le cycle 3, ben, vous le rattacherez. Le français et les mathématiques se rattachent au domaine 1, se rattachent au domaine 2. Les mathématiques se rattachent au domaine 4. On peut aussi, enfin, il faut essayer d'expliquer ce socle commun qui est absolument fondamental. Après, comme on disait tout à l'heure, la place dans la séquence. Ce n'est pas obligatoire, hein, s'il n'y a pas marqué une séance contextualisée, mais vous l'aurez préparée parce que, eh bien, on ne sait jamais. Et enfin, éventuellement, vous pouvez faire une annonce de plan. Voilà. Donc, voilà pour mon intro. Intro qui dure 2 à 3 minutes. Et puis l'intro, souvent, on l'a rédigée. Donc, c'est rassurant. C'est rassurant de commencer avec des choses qu'on maîtrise. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez rentrer dans la présentation de la séance qui va faire entre 8 et 10 minutes. Pas que ça fasse moins de 8 minutes. Donc là, eh bien, vous allez mettre en évidence les réflexions qui vous ont amené à construire cette séance. Ça va vous prendre entre 2 et 3 minutes, c'est-à-dire vous allez décliner les objectifs de la séance, vous allez donner sa durée approximative, vous allez donner les attendus de fin de cycle, vous allez expliquer dans quel dispositif vous avez prévu, est-ce que vous avez prévu des groupes classes, est-ce que vous avez prévu de faire travailler vos élèves en groupe, de combien, et puis comment seront constitués les groupes, hein, ça vous le savez à présent. Vous allez ensuite redonner la durée, moi j'ai mis 2 fois, vous allez envisager les obstacles prévisibles de vos élèves, vous allez envisager les procédures qui sont prévisibles et les fameuses variables didactiques. Là, ça, on le met, ça c'est absolument indispensable là, pour la leçon de mathématiques. En français, c'est moins indispensable, mais il n'est pas exclu par moment que l'on puisse effectivement, notamment en études de la langue, on peut tout à fait envisager des obstacles, des procédures et des variables. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire en mathématiques, on le fait un peu moins en français et c'est dommage parce que c'est aussi tout à fait faisable en français. Oui, j'ai une question d'Émilie. Oui, l'annonce du plan est optionnelle. Tu n'es pas obligé de donner l'annonce du plan parce qu'on sait très bien que tu vas présenter le déroulement de la séance. Donc voilà. Donc ça me prend 2 minutes. Hein. J'ai expliqué mes prérequis. J'ai expliqué, alors je n'ai pas marqué, mais on aurait pu aussi expliquer les prérequis. Et puis après, pendant 6-7 minutes, eh bien, c'est là où on va présenter tout le déroulement de la séance, phase par phase. Et dans chaque phase, on va expliquer les consignes, les activités, le rôle de l'enseignant, les réponses attendues, le rôle des élèves. C'est dans le déroulement que vous direz, bon, bien, on va commencer par une phase de découverte. Pendant cette phase de découverte, les enfants... Allez, prenons par exemple la littérature, vont par exemple lire un petit texte, puis une fois qu'ils en auront pris connaissance, ils vont se mettre en groupe de 4, ils le vont, voilà, etc., etc. Donc effectivement, vous allez prendre dans chaque phase, une phase de découverte, une phase de recherche, une phase de mise en commun, une phase d'institutionnalisation, toutes les phases sont possibles. Alors, on doit donc faire une séquence, préciser une séance en particulier ou plusieurs selon la consigne et imaginer les réponses. Exactement. Hélène, tu vas te concentrer sur la séance. Tu vas essayer d'inscrire cette séance dans une séquence. Et ce qui est le plus important, c'est que tu travailles sur la séance. Tu vas monter ta séance, d'accord? Et dans cette séance, effectivement, tu vas réfléchir à ce que tu vas proposer à tes élèves. Tu vas forcément dire quelles consignes tu donnes à tes élèves. Et le mieux pour moi, c'est de rédiger la consigne telle que vous la donneriez à vos élèves, en disant, bien voilà, je vais dire à mes élèves. Alors, là, hier, nous avons lu l'histoire de Petit Bon et Sourisette, et maintenant, eh bien, nous allons raconter cette histoire dans le cadre d'une dictée à l'adulte, tu vois. Donc, il faut véritablement, puis après, les activités, etc.
Les variables didactiques correspondent aux aides et la différenciation. Oui, tes variables didactiques, c'est ce que tu vas mettre en place si tu sens que tes élèves ont des difficultés. Donc, ce sera une variable de simplification. Et n'oubliez pas aussi qu'on peut avoir des élèves qui finalement réussissent très bien et on pourra envisager des variables de complexification. Les variables didactiques, c'est effectivement un moyen d'envisager la différenciation, mais pas que. Parce que des fois, tu peux t'apercevoir que c'est toute ta classe qui n'y arrive pas ou la moitié de ta classe qui n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu envisages une variable. Voilà, au départ, tu as proposé, par exemple, en résolution de problème, tu t'es pas aperçu que tu avais proposé des nombres qui étaient beaucoup trop grands. Donc, en variable didactique, tu vas proposer des nombres qui seront plus petits pour que les élèves rentrent bien dans la situation problème. Mais ce n'est pas forcément la différenciation si c'est les 3/4 de ta classe qui rencontrent des difficultés. Peut-on nous demander, Anaïs me demande, oui, on a eu l'année dernière une séance qui s'adressait à une classe double niveau, absolument. Donc, c'est tombé l'année dernière. Donc, oui, il n'y a aucune raison qu'on ne vous demande pas de monter une séance pour du double niveau. Annabelle me dit c'est complexe. Et oui, Annabelle, c'est complexe quand on n'est ni en master, ni contractuel. C'est la raison pour laquelle il faut un maximum essayer de faire des stages, d'accord? Si tu es en reconversion et si tu es passé par le pôle emploi, il faut absolument que tu obtiennes une convention de stage. Il faut aller en classe. C'est vrai que nous, à Brio Concours, moi, je suis insiste à la base, hein, donc je leur donne beaucoup d'exemples de classe, on passe beaucoup de vidéos, on fait pas mal d'analyses de vidéos, on finit, en fait, je pense que les étudiants finissent par avoir un petit peu ma pratique de classe et on travaille énormément à partir des vidéos pour que justement ceux qui ne peuvent pas aller en classe aient quand même une perspective de comment ça se passe en classe. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, cette phase-là, c'est vraiment la phase essentielle où vous allez présenter le déroulé en fait de votre séance. Et puis, ben, après, on va conclure. Petite conclusion d'1 minute. Hein. Une conclusion d'1 minute, qu'est-ce que je vais faire? Ben, surtout, alors utile, alors ça peut vous paraître idiot, mais moi qui ai été jury, par moment, je ne m'apercevais pas que les candidats concluaient. C'est pas clair, ils bafouillent, on ne sait pas où on en est, et ils ont fini, et on se dit, ils ont fini, mais est-ce qu'ils ont conclu? Donc, dites bien à votre jury, alors en définitive, alors pour conclure ma séance, dites bien que vous êtes en train de conclure. Utilisez ce connecteur, c'est très important. Ensuite, une fois que vous allez tirer un bilan de votre proposition, hein, tirer un bilan en disant, eh bien, grâce à cette séance qui visait tel objectif, par exemple, je devais monter une séance en cycle 1 sur la dictée à l'adulte qui correspondait à la compétence de montrer aux élèves qu'on n'écrit pas comme on parle, eh bien, grâce à cette séance, les élèves ont compris la permanence de l'écrit, ont compris. À vous de montrer en fait ce que votre séance a apporté. Vous pouvez après ouvrir sur ce que vous voulez, proposer une évaluation, pourquoi pas, proposer la séance suivante si vous y avez pensé, proposer un prolongement, proposer après un projet, proposer aussi un transfert dans une autre discipline, à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous concluez. Et la conclusion, c'est toujours que vous disiez finalement, qu'est-ce que votre séance apporte aux enfants. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi réinsister sur l'importance de l'objectif. Par exemple, si vous avez une séance d'écriture en cycle 2, eh bien, vous pouvez dire que les programmes insistent sur l'écriture, insistent sur les interactions entre l'écriture, la lecture, l'étude de la langue. Et puis, ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Eh bien, les programmes insistent sur l'aspect réflexif de l'écriture et montrer effectivement et boucler là-dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut boucler, mais terminé. Et puis, quand vous avez terminé, dites pas « Voilà, j'ai terminé !» Mais dites bien « Je vous remercie de votre attention, je vous remercie. » Voilà. Et dites pas « Je suis prêt pour vos questions » parce que même si vous n'êtes pas prêt, ils vous poseront quand même les questions. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de dire ça. Mais effectivement, le plus simple, c'est « Merci de votre attention, merci de votre écoute. » Voilà pour la façon dont on va présenter sa séance. Donc, quelques questions à se poser. Eh bien, quand vous êtes en train de préparer votre séance, qu'est-ce que mes élèves vont apprendre? Ça m'est donné par le sujet, mais ça peut être utile de revenir dessus parce que vous faites des hors-sujets. Hein.
on fait. Alors, Céline me dit, vaut-il mieux dire avec mes élèves ou dans cette classe, les élèves vont voir? C'est comme tu le sens, Cécile. Mais c'est vrai que dire mes élèves, en fait, cette séance, c'est toi qui l'as montée. Cette séance, tu te projettes. Et moi, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière à l'oral, ça a été quand même valorisé de se dire que si vous dites avec mes élèves, avec ma classe, il y a une appropriation qui se met en place et c'est pas plus mal. Mais si tu te sens mal à l'aise avec ça, tu peux très bien dire cette classe, tes élèves. Mais je trouve que ça fait une distance et finalement, cette séance, c'est toi qui l'as montée. Les 2 séances de maths et de français, pendant 2 heures, tu auras souffert pour les monter et dire avec ma classe, avec mes élèves, il y a une appropriation qui pour moi est quand même porteuse de motivation. Voilà. Donc, comme je vous disais, on a eu des hors-sujets. On a vraiment eu des hors-sujets l'année dernière. C'est peut-être parce que les candidats n'ont pas suffisamment vu qu'est-ce qu'on va apprendre. L'année dernière, à un moment, il fallait faire une séance en CP, une séance d'encodage. Et finalement, à la fin, les candidats avaient fait une séance de décodage parce que les documents n'étaient pas clairs. Les documents, en fait, pouvaient valoir pour de l'encodage et du décodage. Mais par contre, l'objectif annoncé, c'était bien de l'encodage. Donc, faites toujours attention et ne perdez jamais de vue, finalement, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce que je dois faire apprendre aux élèves? Donc, c'est l'objectif à atteindre. Quels vont être les différents moments de la séance? Il faut absolument que votre séance soit découpée en étapes. On va faire la mise en route. Dans la mise en route, c'est peut-être le rappel de ce qui a été fait dans la séance précédente. Je vais présenter peut-être mes objectifs. Je vais présenter un projet. Après, je vais avoir une phase de recherche, de découverte, puis je vais avoir une phase de travail collectif. À vous, il faut absolument que dans la séance que vous proposez, il y ait des moments qui soient identifiés. La durée de chaque moment. Alors moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas dire à l'oral, ça va durer 4 minutes, ça va durer 5 minutes, hein, mais attendez que le jury vous pose la question. En disant, le jury peut très bien vous dire, votre étape découverte, là, combien de temps elle va durer? Et à vous de dire et de le justifier. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de saucissonner votre séance et de donner des durées pour chaque étape de la séance. Que vont faire mes élèves? Que vont faire mes élèves? C'est pareil, on a entendu des oraux où et finalement, le jury a dit, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font là? Vous savez, vous êtes au courant que vous avez des élèves en face de vous. Que font-ils? Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que font les enfants. Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils sont mis en activité? Est-ce qu'ils sont placés en autonomie? Est-ce qu'ils vont travailler en groupe? Donc, c'est vraiment très important qu'on sache ce que font les élèves et que fait l'enseignant. Est-ce que c'est lui qui prend la parole? Est-ce qu'il est plutôt dans une situation d'aide, d'étayage? Est-ce qu'il est plutôt dans une situation où il va encadrer un groupe, par exemple, pendant que d'autres travailleront différemment? Est-ce qu'il va animer? Donc, tout ça, il faut absolument que vous le mettiez. Oui, Christelle, tu as raison. On peut dire que la durée dépendra du niveau des élèves, dépendra des compétences. Ne dis pas, alors niveau de classe, on est bien d'accord, hein, la durée dépend. Quand tu me dis du niveau des élèves, moi j'entends bien du niveau de classe. Il est clair qu'en cycle 1, une séance se fait entre 15 et 20 minutes. Il est clair qu'en cycle 2 ou 3, on peut effectivement avoir des séances un peu plus longues, sachant que de toute façon, une séance n'excède pas pour moi 45 minutes, même 45 minutes. Et si vous avez une séance qui doit être plus longue, n'hésitez pas à de la couper avec la récréation. Donc voilà, question à me poser, que va faire le professeur? À partir de quel document va s'articuler chacun de ces moments? Donc, si on vous met des documents dans le dossier, vous devez les utiliser, bien évidemment, mais rien ne vous empêche d'en apporter d'autres. Rien n'empêche que si, par exemple, on vous donne une page de manuel en mathématiques, vous ne choisissiez que 2 exercices et que vous apportiez d'autres documents. Mais dans tous les cas, il faut que vous réfléchissiez sur quels documents vont en fait travailler les élèves et puis quelles compétences vous voulez travailler avec ces documents-là. Et pensez toujours à la trace écrite. C'est quand même bien, même si dans les faits, toutes les séances ne s'achèvent pas par une trace écrite, au concours, c'est quand même mieux que la séance que vous proposiez s'achève par une trace écrite. Ça peut être la fameuse institutionnalisation, ça peut être une affiche collective qui nous permettra plus tard de pouvoir institutionnaliser. Ça peut être dans la résolution de problèmes, un problème qui a été noté proprement dans le cahier de mathématiques. Ça peut être tout. Dans tous les cas, effectivement, pensez bien à envisager une trace écrite. Est-ce qu'on peut utiliser tous les documents? Alors, concernant les documents,
il va falloir que vous les utilisiez tous. Vous ne pouvez pas en écarter. Ou alors, vous pouvez en écarter un à condition de justifier. En disant, par exemple, dans le dossier, tel document a été proposé, j'ai décidé de ne pas l'utiliser pour telle raison. Mais je vous le déconseille quand même un peu, d'accord? Ce qui veut dire que, par contre, vous pouvez minimiser en disant, ben, tel document, comme je disais tout à l'heure, on m'a proposé une page complète de manuel de mathématiques ou en études de la langue ou en littérature avec 10 questions. Eh bien, moi, je vais exploiter dans ma séance uniquement l'exercice 2 et 3 ou la question 1 et 2. Mais ce n'est pas prudent d'écarter complètement un document. Et si vraiment vous êtes coincé, si vous n'arrivez pas à l'utiliser, il va falloir que vous le justifiez dans votre présentation. À l'oral, au moment où vous allez présenter vos documents, vous direz, et d'ailleurs, tel document ne sera pas abordé dans ma séance pour telle raison. Voilà. Les traces écrites, Christelle me dit, à partir de quel niveau ce sont les élèves qui écrivent leurs traces écrites? Eh bien, moi, je vais te dire déjà, ce n'est pas en cycle 1, mais ça va être en cycle 2. À partir de quel niveau? Ça va dépendre de ta trace écrite. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle va être longue? Est-ce que la trace écrite, ça peut vraiment, dès le CP, les élèves peuvent effectivement rédiger eux-mêmes leur trace écrite. Voilà, ça c'est important. Et oui, Sophie, on peut proposer d'autres documents, absolument. On peut proposer d'autres documents en se disant, eh bien, pour ma part, j'ai décidé d'utiliser, je ne sais pas moi, je suis en mathématiques, j'ai l'habitude de Picbille, eh bien, je vais utiliser Picbille de Rémi Brissot, ce sera bien vu parce que tout le monde connaît Picbille. Donc, tu peux absolument utiliser autre chose. Autre chose. Si tu veux travailler avec tes élèves sur la numération, sur les barrettes Cuisenaire, par exemple, et qu'elles ne sont pas dans le document, tu peux. En littérature, on va te proposer un texte, et si toi, tu veux en rajouter un autre pour faire une lecture en réseau, tu peux absolument. Donc, tu peux. L'idée, c'est quand même d'essayer d'utiliser les documents qui sont donnés. L'extrait de programme, tu ne vas pas le citer que dans l'intro, Gaëlle, mais à un moment, tu diras, là, je vais par exemple mettre mes élèves en… Imaginons que dans tes programmes, est-ce que j'ai une idée qui va me venir des programmes? Ben, j'en ai pas, donc c'est quand même terrible parce que je les connais par cœur. Mais par exemple, si on te donne un extrait des programmes, tu vas dire là, lorsque les enfants sont dans cette activité, ça permet de répondre au document 1 qui préconise cela. Si par exemple, ce n'est pas un programme, mais un document EduScol, et que dans le document EduScol, on te dit attention, la dictée adulte, il faut la faire uniquement en petits groupes, tu diras, je vais mettre mes élèves en petits groupes, comme cela est expliqué dans le document 1 du dossier qui m'a été donné. Il faut qu'au moins chaque document, vous y fassiez une référence en montant votre séance. Ce n'est pas parce que vous les citez en introduction que ça va suffire. Si j'ai 3 documents avec 3 documents qui sont 3 textes d'EduScol, il va falloir au moins qu'une fois, vous disiez, bon, ben là, je fais ça comme c'est préconisé dans tel document. Là, ça me permet d'atteindre telle compétence comme c'est préconisé dans tel document. Au moins une fois. Il faut que les documents qui sont dans le dossier apparaissent au moins une fois quand vous construisez votre séance. Est-ce qu'une trace écrite, oui, Daniela, une trace écrite peut se trouver dans un cahier d'essai, absolument. Si par exemple, on est en train, avec les enfants, en résolution de problèmes, de les amener à réfléchir, la trace écrite, ça peut être, bon ben voilà, là je veux que tout le monde m'explique une procédure et ça me servira de trace écrite sur laquelle je repartirai dans la séance suivante. Si les documents du corpus ne nous parlent pas, pouvons-nous… si les documents du corpus ne te parlent pas, Noura, ça va être compliqué. Parce que c'est clairement dit dans la consigne, tu dois te baser, t'appuyer sur les documents du corpus. Alors, c'est très peu probable que les documents ne te parlent pas parce que tu auras préparé ton oral, tu auras lu tes documents EduScol, tu auras lu tes programmes et finalement, ce qui a été proposé, c'était du grand classique. Regardez tout à l'heure en mathématiques, c'était les albums à compter de Brissot. Et c'est obligé que lorsque vous faites la préparation de la numération en cycle 2 et même en cycle 1, vous ayez travaillé sur les albums à compter de Brissot. Ça me paraît très peu probable qu'aucun document du corpus te parle. En revanche, il y en a un qui peut te parler moins que d'autres et tu le minimises, c'est tout. Mais il faut absolument que tu réalises ta séance. Mais tu sais, les documents, c'était vraiment
c'était vraiment des documents très institutionnels. Alors, si les programmes ne sont pas présents, on est censé connaître les attendus. Oui, tu n'es pas censé connaître toutes les compétences, mais tu connais au moins tes attendus de fin de cycle. Absolument. Donc, majoritairement, on a eu les programmes dans quasiment tous les dossiers qui ont été proposés. Mais s'ils n'y sont pas, tu dois aller à l'oral en connaissant au moins tes attendus de fin de cycle. Toutes les compétences, ce ne sera pas possible parce qu'au bout d'un moment, ton disque dur va saturer. Hein. Mais en revanche, tu dois connaître tes attendus de fin de cycle. Tu te fais des petits tableaux synoptiques et tu essaies de te les apprendre. Mais ça, tu ne peux pas y couper. De toute façon, tu ne peux pas aller à l'oral sans connaître au minimum les attendus de fin de cycle. Voilà. Dernière question, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toujours vous demander qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris, et ça pourra être la conclusion de votre séance. Voilà sur les questions à se poser. Alors, quelques conseils. Il faut tout le temps que vous pensiez à donner du sens à l'apprentissage. Donc, ça veut dire à quoi ça sert de faire ça. Donc, majoritairement, eh bien, essayez d'avoir, si c'est en écriture, un projet d'écriture. Si c'est en calcul, quelle que soit la technique opératoire que vous aurez, il faudra qu'à un moment, vous expliquiez bien que de toute façon, pour donner du sens à la technique opératoire, je pars d'un problème. Et surtout, je pars d'un problème de la vie quotidienne. Je pars d'un problème que mes élèves vont se poser. Donc, il faut tout le temps que vous essayiez de donner du sens à la séance que vous proposez. C'est capital. Deuxième conseil, préférez une démarche inductive, c'est-à-dire que vous partez de la recherche et vous allez vers l'institutionnalisation. Les démarches déductives, c'est vrai qu'en classe, on ne peut pas faire toute la journée des démarches inductives. On fait du déductif, il n'y a pas de souci. Mais au concours, préférez une démarche inductive. C'est quoi une démarche inductive? C'est une démarche où on met d'abord les élèves en situation de recherche, où on va après passer par une mise en commun, où on va passer par une phase collective et on arrivera à l'institutionnalisation. Autre chose, préférez tout le temps un modèle constructiviste. C'est vrai que H24, on ne peut pas en classe être tout le temps dans un modèle constructiviste, mais le jour du concours, vous êtes supposé présenter une séance idéale. Donc, pensez toujours à proposer du travail de groupe, pensez toujours au fameux conflit socio-cognitif qui va permettre de construire les connaissances. Donc, préférez le modèle constructiviste, c'est très important. Pensez toujours à de la différenciation. Dites-vous tout le temps, bon, si vous ne la mettez pas dans votre séance, dites-vous que votre jury vous posera des questions. Il vous dira, bon, ben, très bien, vous nous avez proposé une séance, quelle différenciation prévoyez-vous? Et attention, la différenciation, je vous le répète, n'est pas simplement pour les élèves en difficulté. On a aussi tendance par moment à oublier que les élèves qui, ben là, ce n'est pas forcément des élèves qui sont plus brillants que d'autres, mais vous savez combien les élèves n'ont pas les mêmes compétences d'une discipline à une autre, et même dans une même discipline, par moment, il y a des notions qu'ils comprennent mieux que d'autres, et il se peut que là, cet élève ait de suite compris ce que l'on faisait. Eh bien, la différenciation, ça consiste aussi à lui proposer autre chose. Il ne faut pas qu'il s'ennuie, parce que le but, c'est d'éviter l'ennui. Dans tous les cas, quel que soit ce que vous allez dire à l'oral, il faut que ce soit maîtrisé. Il est hors de question que vous disiez, alors je propose cette activité parce qu'elle permet à mes élèves, parce que je situe mes élèves dans la zone proximale de développement. Ok, vous avez dit ça, vous vous dites c'est bon. Vous pouvez être sûr que votre jury va vous dire, alors madame, monsieur, vous nous avez parlé de la zone proximale de développement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et si là, le candidat ne peut pas en dire plus, le jury va très mal le prendre. Parce que le jury va se dire, il me prend pour un imbécile. Il me donne du jargon, il a appris du jargon, mais il n'est pas capable de me le définir. Donc, tout ce que vous direz à l'oral, vous devez le maîtriser. Il est hors de question de me parler de conflit socio-cognitif si vous n'êtes pas capable de me définir ce qu'est le conflit socio-cognitif. C'est clair, c'est fondamental. Tout ce que vous allez dire à l'oral, vous devez être capable de le maîtriser. Vous devez être capable d'en dire plus que ce que vous avez dit. Alors forcément, on ne vous demande pas de nous faire un exposé complet sur le conflit socio-cognitif, de ses origines à son implication aujourd'hui. Mais il y a un minimum à connaître. Voilà. Ça, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas parler du conflit socio-cognitif sans connaître Vygotsky. On ne peut pas. Ça, c'est clair. Donc,
il y a quand même un minimum de choses à connaître. Et ne dites pas, je vais leur en mettre plein la vue, parce qu'après, les 20 minutes ou les 15 minutes risquent d'être très douloureuses pour vous. Les erreurs à ne pas commettre, parler trop vite. Attention, hein, en fait, vous êtes en enseignement. Tenir moins de 10 minutes, ça n'a pas plu du tout au jury. Plus de 15 minutes, c'est entre 10 et 15 minutes. Considérez les questions comme des pièges tendus. Le jury ne vous pose pas de piège. Vous avez exposé quelque chose qui peut être très intéressant et le jury a juste envie que vous précisiez parce qu'en 10 minutes, vous n'avez pas tout dit. Donc, il vous pose une question. Ne vous dites pas « Ah, j'ai dit une sottise. Ah, c'est un piège. Qu'est-ce qu'il attend de moi ?» Il attend juste que vous précisiez ce que vous avez énoncé. Ce ne sont pas des pièges tendus, ce sont des questions. C'est normal, il y a un oral. Dans cet oral, il y a après une partie entretien. Il faut bien qu'on vous parle de quelque chose. On va donc vous parler de ce que vous avez énoncé sans qu'il y ait de piège. Ne vous précipitez pas pour répondre aux questions. Quand le jury vous pose une question, vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir, voire de la reformuler à haute voix et de commencer effectivement à bien voir où le jury veut vous amener. Ne pas entendre les questions, c'est quelque chose qui est énormément ressorti dans les rapports de jury. Vous savez que les rapports de jury sont sortis, il faut les lire, où effectivement, les jurys disent les candidats n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ou alors ils refusent de remettre en question leur préparation. Alors là, vous nous proposez ça. Est-ce que vous pourriez nous proposer autre chose? C'est une question très fréquente. Est-ce que vous pourriez nous proposer autre chose? Ça ne veut pas dire que ce que vous proposez n'est pas bon, ça veut simplement dire qu'il y a une autre façon d'aborder et qu'on aimerait bien que vous ayez aussi en tête cette autre façon d'aborder le sujet. Parce que quand on est enseignant, on ne peut pas aborder le sujet que sous un angle. Il faut effectivement qu'on puisse l'aborder sous différents angles. Et là, il se peut que le jury avait autre chose en tête et il va tout simplement vous dire, vous pouvez nous proposer autre chose. Et si le candidat n'arrive pas, ou s'il continue à dire « oui, mais ce que je vous ai proposé me paraît bien », ça ne va pas fonctionner du tout. Il faut être dans l'écoute. Être dans l'écoute, c'est extrêmement important. Je vais regarder les questions. Alors, pour les besoins, pour les élèves à besoins spécifiques, est-ce que tu dois proposer une variable didactique? Non, d'accord? Ou alors, ça n'a pas été demandé l'année dernière. Hein. Si tu as des élèves effectivement à besoins éducatifs particuliers, ce n'est pas le but. Le but, ça, on te posera des questions sur la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers plutôt en MSP. Donc, non, pas, tu ne l'envisages pas. Est-il judicieux de ne pas préciser, par exemple, oui, oui, alors effectivement, vous pouvez très bien dire, je vais faire des groupes homogènes ou je vais faire des groupes et sans dire s'ils sont homogènes ou hétérogènes. Et ça veut dire que vous l'avez préparé. Et là, vous tendez une perche au jury. Souvent, on les voit, vos perches. Hein. Mais par exemple, en disant, je vais faire des groupes, il y a quand même toutes les chances que le jury, bon alors, madame, vous nous avez dit que vous faisiez des groupes, vous les construisez comment, vos groupes? Voilà. Donc ça, effectivement, ne pas le dire, ça peut être un moyen d'être une question possible du jury, absolument. Et il faut présenter. Alors, tu ne présenteras pas une autre séance, Gaëlle, mais si tu sens que le jury t'oriente différemment, tu vas ajuster ta séance, l'ajuster. C'est-à-dire dire, bon, mais par exemple, ça s'est passé l'année dernière, candidat hors sujet. Donc, le jury va dire, vous pouvez relire la question, l'objectif que vous deviez atteindre. Bon, je lis l'objectif et là, je m'aperçois que je n'ai pas traité l'objectif. Bien, je vais partir de ma séance et je vais l'ajuster en disant, bon, effectivement, je n'ai pas visé l'objectif et voilà ce que je pourrais proposer d'autre pour atteindre l'objectif qui m'était proposé. Voilà, il faut réajuster. Oui, Lise, tu me dis, c'est judicieux de prévoir les questions justement en ne disant pas tout durant l'oral. Oui, mais par moment, le jury ne te pose pas les questions et tu es très frustré parce que tu te dis, il ne m'a pas posé la question et finalement, je ne lui ai pas montré que je le savais. Donc, il faut faire très attention à cette stratégie, d'autant qu'on vous voit venir. Hein. Quand il y a des moments où vous nous tendez des perches et on sent qu'elle se voit beaucoup. Hein.
Voilà, c'est exactement ce que dit Charlène. Est-ce que le fait de ne pas le dire ne sera pas pénalisé s'il ne pose pas la question? Et si, le problème, il est là. Il faut doser. Il faut que vous dosiez. En fait, pour moi, il vaut mieux dire, je vais faire des groupes hétérogènes en attendant que le jury me dise pourquoi. Donc, je ne vais pas dire pourquoi je fais des groupes hétérogènes ou homogènes. Ça, je ne vais pas dire. Et je vais me dire, bon, ben, peut-être que le jury va me demander pourquoi je construis mes groupes comme ça. Voilà. Mais ça peut être très frustrant où vous vous dites, ah ben là, je ne parle pas de différenciation. Vous aviez une super différenciation, vous n'en parlez pas. Et finalement, le jury ne vous a pas posé la question. Et là, vous vous dites, ah ben, je n'ai pas pu en parler. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est juste dire, évidemment, j'envisagerai de la différenciation. Et vous n'en dites pas plus. Et là, vous pouvez être sûr que le jury vous dira, alors vous avez parlé de différenciation, qu'envisagez-vous? Il faut que vous tendiez des perches, mais c'est plutôt, vous voyez, vous dites des choses, mais vous n'allez pas au bout des choses, en vous disant, peut-être que le jury, là, va m'interroger sur ce que je fais. Alors là, j'ai une personne qui me dit quelles sont les attentes du jury si on me demande comment je vais constituer mes groupes. Ben, il va falloir que tu le justifies. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité que tu as donnée, si par exemple, tu veux mettre un groupe hétérogène, c'est qu'à partir de là, tu as plutôt dans la perspective que tu veux que les élèves s'aident entre eux. Donc, tu auras mis par exemple un bon lecteur parce que tu veux qu'il donne ses propres stratégies à tes autres élèves. Si tu fais un groupe homogène, c'est parce que tu veux être sûr que tous tes élèves vont prendre la parole. Je n'ai pas de réponse à te donner là. Ça va dépendre en fait de ton objectif. Ça, si tu veux, nous, on le traite en cours, mais on va le traiter en fonction des séances qu'on va traiter. Mais il n'y a pas de règle. La règle, ça va dépendre de ce que tu te fixes. Est-ce que tu es plutôt dans l'idée que tes élèves vont devoir travailler en binôme? Est-ce que tu es plutôt dans l'idée que tu veux tous qui participent? Est-ce que tu te dis, là, j'ai deux élèves qui sont très hétérogènes, mais je sens qu'ils sont complémentaires. Donc, je vais les mettre ensemble parce qu'ils vont pouvoir, en fait, en fonction de leurs compétences, se compléter. Ça va dépendre. En tout cas, tu as une séance à monter et c'est à toi de voir. Peut-on simplement sans… Alors, tu peux être obligé, ce n'est pas des mots techniques, Céline, hein, c'est des mots de didactique. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, tu es obligé. Je veux dire, la didactique, la pédagogie, ça s'appuie sur un minimum de langage. Et ce langage, tu dois l'avoir, tu vois. Donc, tu ne peux pas, je ne te demande pas de connaître tout le jargon des sciences de l'éducation, d'accord? Non, mais il y a quand même un minimum de termes qu'il faut que tu connaisses. Tu dois absolument. Parce que le jury pourra très bien te dire, bon, eh bien là, est-ce que vous envisageriez un modèle constructiviste ou un modèle behavioriste? Il faut que tu connaisses. Il n'y en a pas 70 de mots. Hein. Tu en as une petite vingtaine. Il faut que tu les connaisses parce que ça fait partie de ton métier. Tu vois, quel que soit le métier que tu vas faire, tu vas avoir un jargon qui va te permettre de pouvoir discuter avec tes pairs. Donc, tu es obligé. Et c'est dans le référentiel de compétences. À partir du moment où c'est dans le référentiel de compétences, il faut absolument que tu le connaisses. Je suis désolée de devoir te dire ça. Alors, Gaëlle me dit, c'est compliqué d'imaginer la différenciation sans connaître la classe. Ben, en fait, on te demande dans cette épreuve, donc justement, c'est ce qu'on fait en DIDA. On envisage tout le temps quels seraient les obstacles à cette notion et c'est en fonction des obstacles prévisibles, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, prévisibles, que toi, tu vas pouvoir envisager de la différenciation. Parce que finalement, les obstacles sont prévisibles. Si, par exemple, je veux demander à mes élèves de dénombrer que je veux faire du comptage dénombrement, un des obstacles prévisibles, ça va être qu'il va me faire du comptage numérotage, tu vois. Donc, c'est parce que tu connais parfaitement ta notion que tu peux anticiper sur les difficultés de tes élèves et c'est parce que tu anticipes sur la difficulté des élèves que forcément, pour toutes ces difficultés, tu vas envisager de la différenciation. Tu vois, si je suis comme je disais tout à l'heure, si je suis en résolution de problèmes, je sais qu'en différenciation, je vais avoir des élèves qui vont avoir du mal, même si je suis en CM, qui vont avoir du mal à me faire une multiplication avec des décimaux. Donc, je vais leur proposer une multiplication, un problème où ce seront des entiers. Tu vois, c'est ça la différenciation. Est-ce que le français peut également s'enseigner en groupe? J'ai souvent vu en classe des élèves à leur bureau. Donc, ah mais oui, ah mais bien sûr que le français s'enseigne en groupe. Ah mais oui,
Ah ben, oui, oui, oui. Et en groupe, non, non, tu les mets ensemble. Tu vas, par exemple, leur demander, tu veux travailler la compréhension, tu veux travailler la chronologie d'un récit, tu prends une nouvelle, tu la segmentes, tu donnes un morceau à chaque groupe, tu leur demandes de lire, chaque groupe lit, fais un résumé et ensemble, on voit quelle est la chronologie du texte. Absolument, absolument. Est-ce que c'est pénalisant si pendant l'entretien, on répond à une question en disant, par exemple, que nos élèves cette année ont aimé faire ceci ou cela, évidemment en précisant que les élèves sont tous différents? Non, ce n'est pas pénalisant. Les élèves sont tous différents, bien sûr, mais ils peuvent apprécier de faire certaines choses. Non, je ne vois pas pourquoi ce serait pénalisant. Voilà. Et Gaëlle me dit, ben oui, anticiper les difficultés lorsqu'on prépare nos fiches de prep. Exactement, Gaëlle, c'est quand on prépare. Et c'est parce que finalement, nous connaissons les obstacles didactiques, les obstacles épistémologiques, que l'on peut anticiper les difficultés. Et chaque difficulté qu'on a anticipée doit être quelque part avec la différenciation qui s'impose. C'est ce qu'on attend de vous. La posture à adopter, vous vous détachez de vos notes et vous regardez les membres du jury. Tous les membres du jury, même celui qui ne vous regarde pas. Vous savez, c'est joueur, un jury. Hein. Alors, vous allez avoir celui qui va faire du dessin. Vous pensez qu'il ne vous écoute pas, hein, il est en train de gribouiller sa feuille. Et finalement, il n'a pas perdu une miette de ce que vous disiez. Voilà. Même le jury qui… Voilà. Donc, à partir de là, vous allez regarder votre jury, les membres. Et si vous sentez qu'il y en a un qui vous écoute en particulier, eh bien, ne restez pas focalisé sur lui. Vous, votre regard balaye les membres du jury. Comme dans une classe, votre regard balaye tous vos élèves. Vous n'allez pas forcément vous adresser aux élèves qui vous écoutent. Détachez-vous de vos notes, parce que moi, je me rappelle, en tant que membre de jury, l'IEN, qui de manière très désagréable a demandé aux candidats, bon, écoutez, maintenant, vous vous adressez à nous, vous arrêtez de lire dans vos notes, et c'est pour cela que les notes, c'est vraiment des mots-clés que vous mettez, et ces mots-clés vont vous permettre, en fait, surtout de ne rien oublier et de baliser votre oral. Considérez le jury comme des personnes bienveillantes. La plupart des jurys l'année dernière ont été bienveillants. Oui, c'est vrai, j'ai bien eu 2 ou 3 jurys qui ont été plutôt désagréables. C'est vrai. Mais il y a quand même toutes les chances que vous ayez un jury bienveillant. Et s'il n'est pas bienveillant, eh bien, ce n'est pas grave. Vous restez souriant, vous restez courtois et vous faites comme si. Mais déjà, considérez-les comme des personnes bienveillantes parce que majoritairement, ils ne sont pas là pour vous piéger. Si j'ose dire, je dirais que vous vous piégez tellement bien tout seul que ce n'est peut-être pas la peine qu'on le fasse pour vous. Très important pour moi, s'il y a un tableau dans la salle où vous êtes, vous pouvez très bien l'utiliser. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais d'amener des craies et d'amener un marqueur, parce que si vous avez un tableau, et n'hésitez pas si vous n'avez pas de tableau, et si par exemple vous envisagez une trace écrite avec vos élèves, ou vous envisagez quelque chose, n'hésitez pas à le préparer sur votre feuille en disant à votre jury, ben voilà la trace écrite que j'envisagerai, voilà, je vais proposer à mes élèves, voilà ce que je proposerai. N'hésitez pas en fait à vous mettre véritablement en situation. Il y a une chose que je voulais vous dire et que j'ai oublié de vous dire et qui est très importante, donc ouvrez bien vos yeux, c'est que dans cet oral, on ne vous demande pas de faire une séance. On ne vous demande pas de vous mettre en scène. On vous demande juste de présenter une séance, ce qui veut dire que c'est marqué dans le décret, vous n'êtes pas en simulation. Vous ne devez pas simuler une situation de classe. Vous devez juste dire, bon ben voilà, j'ai tant d'élèves, voilà ce que j'envisage. Donc, ce n'est pas une fiche de prep qu'on vous demande. On vous demande véritablement de faire une séance, d'envisager les différentes étapes de cette séance, mais on ne vous demande pas de faire une simulation de classe. Ça, c'est extrêmement important. C'est dit dans le décret et on ne sait pas ce qu'on a demandé l'année dernière aux candidats. Donc, ayez bien ça en tête. En général, il y a 2 personnes dans le jury. Et l'année dernière, on a quelques académies où il devait avoir un peu plus d'argent que dans d'autres et où il y a eu 3 personnes. D'accord? Mais dans les jurys, on a majoritairement eu des jurys composés de 2 personnes. Je ne comprends pas ce qu'on peut écrire au tableau. Ta trace écrite.
Ou par exemple, si tu es en mathématiques et si tu veux proposer en résolution de problème et que tu veux proposer un schéma en barre, eh bien, tu peux dire à ton jury, ben voilà le schéma en barre que je proposerai. Donc, tu vas faire ton schéma avec tes petites barres, tes parties, tes tout, tes accolades. Tu peux tout simplement mettre au tableau. Plutôt que de le dire, tu demandes à ton jury, voilà, je vais proposer à mes élèves un schéma en barre. Je vois que j'ai un tableau, est-ce que je peux l'utiliser pour vous le montrer? Et si tu sens que tu n'arrives pas à l'expliquer, eh bien, tu peux très bien le dessiner sur une feuille en disant, ben voilà ce que je proposerai à mes élèves. C'est véritablement, à un moment, ce n'est pas du tout obligé, mais si vous sentez qu'à un moment, eh bien, vous avez envie de montrer à votre jury ce que vous proposeriez à vos élèves, n'hésitez pas en vous disant, oh ben, je n'arrive pas à le dire. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas préparer? Oui, oui, tu le prépares sur une feuille blanche parce que tu ne sais pas si tu auras un tableau. D'accord? Donc, effectivement, tu ne sais pas. Donc, tu vas le préparer. Mais si, par exemple, tu as un tableau, pourquoi ne pas l'utiliser? Tout simplement. C'est juste un conseil que je vous donne, mais ça, c'est un tout petit conseil. Et puis, proposer une adaptation de la séance en fonction des remarques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fonction des remarques du jury, rebondissez. Et ça, je l'ai tellement vu. J'ai vu des candidats sauver leur oral grâce à ça. Vous avez dit une énormité. Vraiment, vous avez dit quelque chose d'énorme. Et puis, vous continuez. Et en même temps que vous parlez, vous êtes en train de vous dire « Oh, j'ai dit quelque chose de terrible ». Vous revenez dessus. Vous vous interrompez et vous dites à votre jury « Écoutez, je m'excuse, hein, mais je vais me permettre de revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure parce que finalement, je vous ai dit une bêtise. » Et vous revenez. Et je me rappelle d'un oral où une personne avait vraiment, c'était en CSE, hein, un oral professionnel à l'époque, avait dit quelque chose de rédhibitoire. Et le fait qu'elle soit revenue dessus, qu'elle se soit corrigée, pour nous, ça a annulé le fait que c'était rédhibitoire et elle a eu une excellente note. D'autant plus que ça prouve que pendant que vous continuez à mener votre entretien, vous êtes en train d'analyser ce que vous avez dit. Donc, ça prouve quand même une certaine gymnastique intellectuelle très intéressante. Mais je vous le dis, si vous vous rendez compte que vous avez dit quelque chose de faux, si vous vous rendez compte que vous avez dit une bêtise, surtout revenez dessus. Ne dites pas « j'ai pas osé » parce que le jury, lui, l'aura noté et peut vous éliminer à cause de ça. Donc, n'hésitez pas à dire « je m'excuse, mais vraiment tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose qui ne fonctionne pas. Vraiment, je vous ai dit quelque chose qui est hors programme ou qui ne… N'hésitez pas. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et restez dans l'écoute. Restez dans l'écoute, c'est très important. Alors, au niveau des lectures conseillées, vous avez le site de référence, c'est Eduscol. D'accord? Eduscol, c'est eduscol.education, c'est le site. Vous avez l'onglet J'enseigne. Et dans l'onglet J'enseigne, vous allez choisir, vous avez J'enseigne au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3. Nous, on va s'arrêter là. Et là, vous allez avoir les programmes. Donc, c'est dans cet onglet que vous aurez tous les programmes. Programme du cycle 1, du cycle 2, du cycle 3. Sachant que le programme du cycle 1, ce sont les programmes 2021 et que les programmes de cycle 2 et de cycle 3, ce sont les programmes 2020. Dans Eduscol, vous allez avoir tous les attendus de fin de cycle que vous ne connaîtrez pas par cœur, mais que je vous conseille d'aller lire quand vous montez vos séances. Si vous faites une séance de grandeur et mesure en cycle 3, allez lire les attendus de fin de cycle. Les avoir lus, des fois, ça peut vous aider. Vous ne pourrez pas tous les connaître par cœur, mais allez les voir. Vous avez les repères de progression. Les repères de progression pour le cycle 2 en français et en maths et pour le cycle 3. Allez les voir aussi. Allez voir, il faut que vous ayez au moins une ou deux fois été voir ces documents. Vous avez toutes les ressources d'accompagnement. Voilà, quand on fait le nombre et la résolution de problèmes au CP, ce document, mais c'est notre Bible. Quand on fait la lecture et l'écriture au CP, ce document, c'est notre Bible. Quand on va faire après la résolution de problèmes au cycle 2, au cycle 3, on a un autre document ressource. Quand on va faire la compréhension au cycle 2, au cycle 3, on a un autre document ressource. Ces documents ressources, ce que les programmes appellent les guides, il faut absolument que vous les connaissiez. Et puis, ils sont bien faits. Ils sont très bien faits. D'accord, je suis d'accord. Ils font entre 100 et 150 pages. Je vous l'accorde. Mais c'est écrit gros. D'accord? Mais ils sont très bien faits. Et ce sont ces documents-là que vous avez dans les dossiers qu'on vous propose à l'oral. Donc, tous les documents l'année dernière des dossiers étaient extraits des ressources d'accompagnement.
Donc, encore d'autres extraits. Par exemple, grandeur et mesure au cycle 2. Par exemple, les stratégies de compréhension en français. Donc, vous avez tous ces documents ressources et ressources d'accompagnement qui sont absolument indispensables et que vous devez aller consulter. Est-ce que vous avez des questions sur la leçon avant que nous passions à la mise en situation professionnelle, ou est-ce que ça va à peu près? Non? C'est bon? De toute façon, si des questions vous reviennent, vous pouvez me les poser. Donc voilà, vous avez bien compris que c'est une épreuve qui se prépare. C'est une épreuve qui se prépare. Vous ne pourrez pas l'improviser. Et même si effectivement là, vous êtes plutôt dans les écrits, en vous disant je ne peux pas aller à l'oral si je n'ai pas les écrits, vous ne pourrez pas travailler, avoir une leçon COEF 4 qui tienne la route si vous ne travaillez pas. Des ouvrages spécifiques autres qu'EduScol, pour moi, il n'y en a pas. Vous avez le Hatier, mais finalement, le Hatier est extrêmement bien fait, mais va trop loin, va beaucoup trop loin pour ce qu'on vous demande. Vous avez après d'autres qui, en revanche, ne vont pas assez loin et sont extrêmement, je trouve, simplistes. Et finalement, ce que vous devez connaître à l'oral, c'est EduScol. C'est-à-dire que ce sont ces documents-là. C'est véritablement les documents ressources. La base, c'est les documents ressources. Et ça, alors, en mathématiques et en français. Mais en plus, l'année dernière, il y a quand même des sujets qui sont tombés qui étaient texto pris dans les documents ressources. C'est-à-dire que, voilà, mais je vais même vous dire mieux, en écrit de mathématiques l'année dernière, il y a un exercice qui est tombé et qui était dans les documents ressources, n'est-ce pas Stéphane? Oui, j'allais prendre la parole pour le dire, effectivement. Ouais. Ouais. Un exercice d'ailleurs qui faisait un petit peu appel à de la didactique Ouais. et sur les équations, la mise en équation avec la résolution par des diagrammes en barre. Et tout à fait. Et le document était sorti avant le concours. Hein. Eh oui, il était sorti avant le concours. Hein. Donc, vous voyez, et même dans le document sur la compréhension, par exemple, qui est un document qu'il faut avoir lu, il y avait tout un dossier très intéressant sur la Première Guerre mondiale. Et ceux qui ont passé, par exemple, l'épreuve d'application sur l'histoire, c'était la Première Guerre mondiale. Finalement, quand ils montent les sujets, ils se basent sur ces documents ressources. Donc oui, comme dit Hélène, EduScol est notre ami. Oui, EduScol est votre ami, c'est votre Bible. Et puis surtout que si à l'oral, vous dites, il y a un document, il y a un guide, vous êtes obligé à un moment, à l'oral, si vous avez à monter une séance sur l'apprentissage de la lecture, il n'est pas possible que dans votre séance, vous ne disiez pas, d'ailleurs, dans le guide orange pour apprendre à lire au CP, il est fortement préconisé la méthode syllabique. Vous êtes obligé de le dire. Ce n'est pas possible que vous ne le fassiez pas. C'est vraiment ces documents. Sophie me demande, chaque sujet est différent pour tous les candidats. Non, en fait, vous passez par salve. Vous êtes tous convoqués au même moment et toutes les personnes qui sont convoquées au même moment travaillent sur le même sujet. Et après, vous allez dans vos jurys et donc voilà. En fait, il y a énormément de jurys et tous les candidats convoqués à la même heure vont après être dispatchés dans différents jurys et vont travailler le même sujet. Et après, on change de sujet pour notre salve de candidats. Voilà. Je pense que là, j'ai répondu à vos questions. Alors maintenant, je voulais prendre un petit temps aussi pour vous parler de la mise en situation professionnelle. Donc, cette mise en situation professionnelle, vous le savez, je regarde. Je suis partie, Hélène me dit, sur la méthode Agile pour l'école en lecture, mais je crois que ce n'était pas apprécié à l'oral l'année dernière. Agir pour l'école, est-ce que c'est un document ressource, Hélène? J'ai un trou. Il faudrait que tu me dises. Je ne sais pas, il faudrait que tu me dises ça. Donc, la mise en situation professionnelle, c'est la seconde partie. Pourquoi je dis la seconde partie? Parce que la première partie, vous savez que la mise en situation professionnelle est couplée avec le PS. Donc, vous aurez passé votre PS et après, vous allez avoir une seconde partie qui va porter sur votre motivation et sur votre aptitude à vous projeter dans le métier du métier, dans le métier de professeur. Je le mets en rose, ça, parce que ceux qui ont passé le concours l'année dernière, quand vous avez eu vos relevés de notes, vous avez vu qu'il n'y avait pas marqué mise en situation professionnelle, mais qu'il y avait bel et bien écrit projection dans le métier de professeur. C'est vraiment là-dessus
Oui, Hélène, exactement. C'est pas un document EduSchool. Donc, voilà. Vous ne perdez pas ça de vue. Projection dans le métier du professeur. Et cette épreuve-là, c'est comme ça qu'elle était mise l'année dernière dans les relevés de notes. Dans le relevé de notes, la note est sur 20, il y avait 10 points pour le PS, 10 points pour projection dans le métier de professeur. Là, par contre, on a eu découpage des notes. On ne l'a pas eu en leçon, mais on l'a eu en EPS et en projection dans le métier. Donc, il va y avoir un temps d'échange d'une durée de 15 minutes. Et après, comment ça se passe? Vous allez avoir 5 minutes où vous allez présenter votre motivation. Vous allez vos expériences, tout ce qui vous conduit à présenter aujourd'hui le concours. D'accord? Et après, pendant 10 minutes, le jury va rebondir sur ce que vous avez dit. Donc ça, c'est la première partie de la mise en situation professionnelle. Ce n'était pas du tout, ce n'est pas le but de ce que je vais vous présenter ce soir. Et une fois que vous serez présenté, il va y avoir cet échange, ce qu'on appelle la mise en situation professionnelle qui dure 20 minutes. On va vous proposer 2 mises en situation, une qui soi-disant vise l'enseignement, l'autre la vie scolaire. Franchement, l'année dernière, c'était très compliqué de voir la différence entre les deux. Mais dans tous les cas, vous allez avoir ces 2 situations. Alors, dans ces 2 situations, qu'est-ce qu'on demande? Ça encore, c'est le décret que je vous ai un petit peu décortiqué. Il faut que vous vous appropriez les valeurs de la République et il faut que vous fassiez partager ces valeurs. Donc, voilà, ça c'est ce que je voulais mettre là. Donc, les valeurs de la République, faire partager ces valeurs, on y reviendra tout à l'heure. Revenons sur le déroulement de cette épreuve. Je vous le répète, cette épreuve, c'est une projection dans le métier de professeur. C'est très important. Vous allez avoir un temps de préparation de 30 minutes pour le PS. Et je ne peux pas anticiper pour le PS parce que ce n'est pas ma discipline, mais ce que je peux vous dire, c'est que 30 minutes, c'est court. C'est très court. Le PS, c'est une épreuve très, très technique. Une fois que vous aurez présenté pendant ces 30 minutes, vous allez commencer par le PS. Vous allez commencer par le PS et après, vous aurez 35 minutes de motivation et de MSP. Vous commencez par le PS, vous faites votre exposé de 15 minutes maximum et après, le temps restant, ce sera pour l'entretien, sachant que ce sera 30 minutes. Une fois que vous avez fait votre exposé de PS avec le même jury, ça peut vous paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Parce que si jamais ça ne s'est pas bien passé, ben, ce n'est pas grave. Il faut se dire que ce n'est pas grave. Voilà. Avec le même jury, il va falloir que vous présentiez vos motivations, que vous vous présentiez pendant 5 minutes et après que vous répondiez au jury pendant 10 minutes. Et une fois que vous avez fait ça, on vous propose 2 mises en situation professionnelle de 20 minutes. Ce qui fait qu'on a une épreuve d'1h05. Cette épreuve, 1h05, notée sur 20, d'accord? On avait bien le découpage l'année dernière. 0 est la note éliminatoire et elle fait un coef 2. Donc, elle n'est pas négligeable non plus, parce que n'oubliez pas que les écrits, c'est coef 1. D'accord? Donc, vous voyez combien l'oral est quand même fortement pondéré. L'oral, c'est 66% de la note, en fait. Voilà. Donc, regardons un petit peu les rapports de jury. Qu'est-ce qui a été reproché? Eh bien, à Aix-Marseille, par exemple, on a reproché que les candidats avaient des discours généraux et stéréotypés. Vous voyez, du genre, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais rien qui soit véritablement dans la réflexion. Donc ça, c'est quelque chose qui a été reproché. Ou alors, à Poitiers, le candidat défend un avis tranché, alors qu'il ne connaît pas le cadre. Il va défendre un avis, il va camper sur ses positions, et finalement, il ne connaît pas le cadre institutionnel. Les candidats qui n'analysent pas le sujet, qui donnent directement une réponse, on va le voir dans la méthodologie, le sujet, il faut l'analyser, il faut le reformuler. Ça, c'est ce que reprochait Amiens. Les candidats les moins performants, nous dit Nancy Metz, ont été incapables de prendre en compte les besoins des élèves. Donc ça aussi, c'est quand même gênant. Et le candidat d'Aix-Marseille, encore le jury d'Aix-Marseille, nous dit que les jurys ont déploré une méconnaissance de la charte de la laïcité, voire un positionnement complètement contraire aux valeurs de la République. Et à Amiens encore, on nous dit que l'équipe enseignante est rarement envisagée. Et le candidat, si on lui dit, vous avez un problème avec les parents, qu'est-ce que vous faites? Oh ben, je vais dialoguer avec les parents. Vous n'êtes pas seul, hein? Vous avez une équipe. Vous avez par exemple le maître de l'année précédente qui connaît peut-être les parents et qui pourra vous donner des conseils. Vous avez aussi, si c'est un élève qui a des difficultés et qui est suivi par le RASED, vous avez aussi, il faut toujours tenir compte de l'équipe enseignante. Donc ça, c'est ce qui a été reproché l'année dernière. Qu'est-ce qui a été valorisé?
le bon sens. Alors, je l'ai mis que dans le jury d'Aix-Marseille, c'est revenu dans tous les rapports de jury. Le bon sens. Et puis, très important, des échanges francs, des échanges sincères, des échanges où effectivement, à un moment, le candidat va dire « je n'avais jamais pensé à cette question, mais je vais quand même y réfléchir avec vous ». Vous voyez, des échanges où véritablement une situation de communication s'est mise en place. Qu'est-ce qui a été valorisé? Le fait qu'on s'appuie sur une référence précise, les lois Ferry, le code de l'éducation, le référentiel de compétences, tous les rapports de jury ont regretté que les candidats ne se basent pas sur le référentiel de compétences. Ça me paraît impossible de faire une mise en situation professionnelle sans citer le référentiel de compétences. C'est absolument impossible. Et ça a été le reproche qu'ont fait tous les jurys. La charte de la laïcité, on ne peut pas, d'accord? Ça, c'était Lille. Lille aussi, on a apprécié lorsque, au fil de l'entretien, eh bien, la réflexion du candidat a cheminé. Et la réflexion, le candidat s'est dit « Ah, mais oui, vous avez raison, je n'y avais pas pensé. Alors, voilà ce que je ferai. » Et paf, il a enchaîné. Ça chemine. Montpellier, une posture réflexive des candidats, une réponse personnelle qui témoigne d'une analyse concrète de la situation. Ça fait écho à Aix-Marseille qui dit des réponses stéréotypées. Voilà. Alors, j'ai deux questions. Première question, dans quelle partie on parle du développement psychologique de l'enfant? Dans toutes les parties, Gaëlle. Tu peux être amené à en parler en EPS, tu peux être amené à en parler, mais ça peut être dans une mise en situation. Si par exemple, on te propose une mise en situation d'un enfant qui présente des difficultés. Donc là, tu pourras parler de son développement psychologique. Mais en mathématiques ou en français aussi, on peut. Hein, ça va dépendre. Le développement, alors moi, je n'aime pas psychologique. Hein, pour moi, c'est le développement de l'enfant. Les stades de développement de l'enfant, Piaget, Vygotsky, Winnicott, qui tu veux, mais c'est plutôt de dire, là, l'enfant ne peut pas y arriver parce que selon son stade de développement, il n'a pas encore acquis les possibilités, tu vois. Qu'en est-il de la liberté pédagogique? Est-ce que l'entretien est le lieu de discussion à propos des pédagogies alternatives? Non. La liberté pédagogique, n'oublie pas que ta liberté pédagogique, Sophie, elle t'a été donnée, elle est limitée par les programmes, elle est limitée par les instructions officielles. En revanche, question, un parent vient vous voir et vous dit que la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne, là, tu pourras dire que depuis 2004, inscrit dans le code de l'éducation, les enseignants ont la liberté pédagogique et à partir du moment où la méthode que j'applique est conforme au programme, alors je vais dire aux parents que effectivement cette méthode, elle a fait ses preuves et que ma liberté pédagogique m'autorise à employer telle démarche plutôt que telle autre du moment que ça répond aux instructions officielles. Donc c'est plutôt ta liberté pédagogique, elle est forcément en appui avec les instructions. Et attention aux pédagogies alternatives, parce que, par exemple, il faut quand même que tu restes dans des pédagogies qui soient reconnues par le ministère et qui soient reconnues par les documents officiels. Charlène, concernant le document à remplir sur Cyclades, il n'y a seulement que 3 lignes. Est-ce qu'on peut... Non, en fait, dans ce document, Charlène, nous, on a fait... On a une collègue qui intervient et qui aide nos étudiants avec ça. Ce document, tu donnes véritablement ce qui est le plus significatif pour motiver le fait que tu veuilles passer cet oral. Et après, ce document, tu vas venir l'étayer à l'oral. D'accord? Donc, ce document Cyclades, ne vous en faites pas toute une montagne. Hein. Vous mettez ce que vous avez à mettre, les jurys les lisent, mais franchement, ce qui importe le plus, c'est ce que vous allez dire à l'oral. Alors, Sophie, tu me dis, je pensais à Montessori ou Freinet. Freinet, ce n'est pas une pédagogie alternative, parce que les écoles Freinet sont publiques. D'accord? Donc, la pédagogie Freinet, d'ailleurs, on parle de pédagogie Freinet, elle est reconnue par le ministère de l'Éducation, elle n'est pas alternative. C'est une véritable pédagogie. Montessori est une méthode alternative parce qu'elle n'est pas reconnue. Tu n'as aucune école publique Montessori. Donc, Montessori, ne mets pas sur le même plan Montessori et Freinet. Ce n'est pas la même chose. Hein. Montessori, ce ne sont que des écoles privées hors contrat, alors que les écoles Freinet sont des écoles publiques. La pédagogie Freinet est une véritable pédagogie. Donc, tu peux effectivement
employer certains éléments. Si tu dis que tu veux, par exemple, mettre en place un journal d'école, la correspondance, c'est freiner. Donc, tu peux le rattacher à freiner. Voilà ce qui a été valorisé. Alors, l'épreuve n'a pas de temps de préparation. Et c'est tout ce qui fait la difficulté de l'épreuve. D'accord? Le jury va commencer en disant, ben, vous êtes école, professeur dans cette école, en classe 2, et il se passe ceci ou cela. Allez-y. Donc, et là, il faut que vous alliez très, très vite. Hein. Donc, dans chaque situation, l'entretien dure 10 minutes et il est structuré autour de 2 questions qui vont être quels sont les principes et les valeurs de la République qui sont convoqués par cette question et comment vous analyseriez cette question et quelles sont les pistes de solutions que vous allez envisager. Valeurs et principes de la République, il faut que vous connaissiez par cœur les droits et les obligations du fonctionnaire. Il faut que vous connaissiez par cœur les outils pour le respect de la laïcité, charte de la laïcité, vadémécum de la laïcité, les pistes et les solutions. Il faut que vous connaissiez par cœur ce référentiel de compétences. Vous ne pouvez pas aller à l'oral sans connaître le référentiel de compétences. D'accord? Alors, Maëve, ce que tu me dis là, c'est effectivement un sujet qui est tombé l'année dernière et pas le but que je t'en parle ce soir, hein, mais je te rappelle qu'elle dit, si on ne sait pas conduire, si on n'a pas de loi qui nous vienne, ben, je suis désolée, mais par exemple, le nazisme, c'est interdit par la loi, hein, c'est que ce n'est pas considéré comme de la liberté d'expression. Donc, effectivement, il y avait toute une réponse à apporter. Cette question, elle a fait le tour des réseaux sociaux et finalement, la réponse était assez simple, hein, parce que ben, le nazisme est interdit par la loi. Ce n'est pas une philosophie. Hein. Voilà. Une enseignante qui utilise la méthode. Tu peux utiliser des outils Montessori. Tu n'utilises pas la méthode Montessori. Tu utilises des outils Montessori. Et on les utilise tout le temps. Je veux dire, par exemple, le fait que tu aies des petites chaises et des petites tables en classe, c'est Montessori. Toutes les activités que tu vas faire de motricité fine, c'est Montessori. Tu utilises des outils Montessori. Ce n'est pas la même chose. Ne confondez pas outils et méthode. Comment peut-on connaître par cœur le vadémécum? Tu ne le connais pas par cœur, ton vadémécum, mais tu vas le lire et tu vas t'apercevoir que c'est toujours la même chose. Tu vas en faire une fiche, en fait. Il faut que tu fiches le vadémécum, il faut que tu fiches la charte de la laïcité. Tu n'as pas le choix. Voilà. Donc, quels sont les types de questions qu'on peut avoir? Au niveau de l'enseignement, les questions qui sont, par exemple, tombées, c'est un élève qui vous interroge sur un contenu d'enseignement. Un élève qui, par exemple, ne veut pas travailler sur l'environnement durable. Il se dit, ce n'est pas intéressant, de toute façon, la planète est foutue. Donc, eh bien, ce sera à vous de montrer que non, elle n'est pas foutue, qu'il y a des choses à faire. La remise en question aussi, un parent, c'est beaucoup tombé l'année dernière. Un parent vient et vous dit, est-ce que vous faites, ce n'est pas bien, il ne faut pas vous y prendre comme ça. Qu'est-ce que vous répondez? Un élève qui refuse de participer à une activité, ou alors des élèves qui refusent de coopérer avec un autre élève, ou alors justement un élève qui vous demande aux dernières élections, pour qui tu as voté, ou voilà, tout. Ça, c'est le genre de questions que vous pouvez avoir et vous allez y répondre parce que vous connaissez les obligations de l'enseignant, parce que vous connaissez les droits et les devoirs du fonctionnaire, parce que vous connaissez le référentiel de compétences. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne pourrez pas répondre à ces questions. On attend véritablement que vous le fassiez. Alicia, est-ce qu'il y a un cours sur Bioconcours pour nous aider à préparer la partie présentation du candidat? Je pense que oui, absolument, il y a le cours. À voir avec Nejma, mais je pense qu'il y a la carte. Et puis, la vie scolaire, la relation des enseignants et des parents d'élèves. Comment faire venir les parents à l'école? Ça, on a eu énormément de questions. Quel rapport vous entretenez avec les ATSEM? Quel rapport vous entretenez avec les AESH? Beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup de questions sur les rapports filles-garçons. Vous apercevez que dans la cour de récréation, eh bien, il y a des propos discriminants, le harcèlement, et aussi des demandes de parents par rapport à la laïcité, les absences, les dispenses. Donc, tout ça, ce sont des questions. Et vous n'allez pas répondre à ces questions comme ça. Hein. Vous allez répondre à ces questions parce que vous aurez lu les textes institutionnels, parce que vous aurez lu la loi Peillon, parce que vous aurez lu le référentiel de compétences, parce que vous aurez lu la loi Blanquer sur une école de la confiance, parce que
toutes ces réponses-là, elles sont dans les textes institutionnels. Et que quand vous postulez pour être un futur agent de la fonction publique, ces réponses, elles servent à voir si vous connaissez la posture du futur agent de la fonction publique, mais si vous avez aussi un minimum de bon sens. D'accord? Une question où on vous dit un parent vous prend à partie de manière virulente, eh bien, la première chose que vous allez faire, déjà, calmer le jeu et dire à ce parent que vous allez le recevoir, mais en privé. Vous voyez? Donc, il y a du bon sens. En fait, pour répondre à ces questions, c'est à la fois du bon sens et à la fois la connaissance de vos textes institutionnels. Alors, Sophie me dit, les ATSEM, est-ce qu'on les inclut dans le déroulé de la leçon? En fait, tu vas y penser à tes ATSEM, Sophie, quand tu vas dire que tu les mets en atelier, que toi, tu prends l'atelier dirigé, et finalement, les autres élèves seront dans l'ATSEM, avec l'ATSEM. Mais n'oublie pas que toutes les écoles n'ont pas d'ATSEM. Voilà. Instruction officielle, ça fait un petit moment que je vous le dis. Hein. Vous allez sur le site edu.gouv. Sur le site, vous allez télécharger la charte de la laïcité. Ça, c'est le primordial. Si vous êtes courageux, vous téléchargerez le Vademecum, mais le plus important, c'est la charte de la laïcité et essentiel, le référentiel de compétences. Vous ne pouvez pas aller à l'oral sans travailler le référentiel de compétences. Voilà. Ce n'est pas, c'est pas possible. Alors nous, on le travaille, je veux dire, avec mes étudiants, on le travaille, on a fait des fiches, on a vu ce qui était important, oui. Mais vous, il faut absolument que vous travaillez le RFC. C'est les 2 textes que vous devez connaître à minimum. Qu'est-ce que je fais quand le jury me pose ma question? Le jury me pose une question, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par reformuler la situation. Parce qu'en la reformulant, ça va me laisser le temps de pouvoir me l'approprier. Puis après, je vais la problématiser les enjeux de la situation. Puis après, je vais déterminer les principes et les valeurs qui sont en jeu. Puis je vais décrire mon rôle. Puis éventuellement, je vais élargir la réflexion. Ça, c'est un cadre que je vous donne. Il n'est absolument pas obligatoire. C'est juste que je vous donne un cadre pour pouvoir répondre à ces questions et pour pouvoir vous entraîner. Alors, prenons un exemple concret. Exemple concret, le jury vous dit, alors que vous êtes au portail pour la sortie des élèves, vous entendez des parents discuter. Et l'un d'entre eux soutient que dans les quartiers socialement défavorisés, il faut adopter le niveau d'exigence aux élèves scolarisés. Le parent, se rendant compte que vous avez entendu ces propos, vous demande votre avis. Vous avez énormément d'académies qui ont permis aux candidats de prendre des notes. Donc, si vous avez une feuille de brouillon et s'il y a un stylo, n'hésitez pas à prendre des notes parce que l'énoncé, vous voyez, est un peu long. D'accord? Certains l'ont lu 2 fois, certains n'ont lu qu'une fois. Mais si vous avez la possibilité, bien dites bien, je suis au portail, les parents discutent entre eux, ils sont en train de parler des quartiers défavorisés et finalement, eh bien, ils veulent un niveau qui soit adapté aux élèves et on me demande mon avis. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Et une fois que vous avez fait ça, il y a le plan que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous allez commencer par reformuler la situation. Pour moi, c'est très important que vous la reformuliez. Donc, exemple possible, ce sera la situation proposée concerne une discussion entre des parents qui s'expriment sur l'éducation dans les quartiers défavorisés, donc des REP. Donc, ça, ce n'était pas dit, mais vous vous dites que ce sont des REP. Un des parents estime qu'il faut ajuster le niveau d'enseignement dans ces quartiers aux capacités des élèves. On peut donc comprendre qu'il s'agit de revoir les exigences à la baisse. Vous reformulez, voyez, vous reformulez la situation, parce que si vous vous trompez, peut-être que le jury reviendra dessus. Il m'est demandé de me positionner sur cette situation. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai reformulé. Reformuler, ça ne veut pas dire répéter ce que le jury a dit. Ça veut dire reprendre les mots-clés, quartier socialement défavorisé, exigence à la baisse, et essayer de les mettre dans une reformulation plus générale. Et après, il faut absolument que je problématise. Si on m'a donné cette situation, c'est qu'il y avait un problème. Et vous pouvez toujours vous dire à quoi cette situation m'invite à réfléchir. Et vous pouvez donc le reprendre en disant cette situation m'invite à réfléchir à l'égalité des chances dans une perspective nationale. Ce qui conduit aussi à s'interroger sur le dispositif d'éducation prioritaire, qui justement est supposé faire face aux disparités territoriales.
Voilà, vous voyez? Donc, problématique, c'est réfléchir à l'égalité des chances et réfléchir à la mise en œuvre du dispositif de l'éducation prioritaire. Donc là, j'ai effectivement reformulé, j'ai problématisé. Maintenant, je vais voir quels sont les principes, quelles sont les valeurs qui sont mises en jeu dans cette situation. Et je vais commencer toujours en me basant sur l'école de la République et dire que l'école de la République, elle a les mêmes exigences pour tous les enfants. Et c'est un principe important, c'est le principe d'égalité. Et si vous ne connaissez pas les principes de l'école, vous allez avoir du mal à répondre à ces questions, et notamment l'égalité de traitement. Il faut traiter les enfants, tous les enfants de la nation, de la même façon. De plus, loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République de 2013, il faut tout le temps la citer. Elle le précise dans son article 1 que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Donc, il n'est pas question que j'adapte mes compétences. Tous les enfants possèdent la capacité de progresser et d'apprendre. Et là, je me base sur un texte essentiel qui est la loi d'orientation. En tant que professeur des écoles et agent de la fonction publique, eh bien, j'assume ces exigences. C'est mon devoir d'obéissance. Vous voyez comment je réfléchis? Vous voyez comment on pose des principes? On est en train de réfléchir sur quel principe? Le premier principe là, c'est l'égalité, c'est la loi d'orientation. Et moi, agent de la fonction publique, j'ai un devoir d'obligation. Donc, je me plie à ce qui m'est demandé. Et donc, selon le principe d'égalité, eh bien, l'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des enfants du territoire, quel que soit leur milieu d'origine, de développer les compétences inscrites dans les programmes et dans le socle commun. Donc, vous montrez bien que vous connaissez. Vous voyez, je montre que je connais un socle commun, je montre que je connais les principes qui régissent mon métier, mon futur métier, je montre que je connais la loi d'orientation. Et je peux continuer. Et en matière d'éducation, eh bien, l'égalité est une priorité nationale. Et c'est là que vous allez dire, c'est d'ailleurs pour cela qu'en 81, les ZEP ont été créés. Vous ne pouvez pas aller à l'oral sans connaître un minimum les grandes lois du système éducatif. Rappelez-vous ce que j'ai lu tout à l'heure dans le rapport du jury. Les lois Ferry, toutes ces lois sont très importantes. Donc, voilà, peut-être que le jury reviendra dessus. Donc, voilà, j'ai posé mes principes, j'ai posé mes valeurs, j'ai montré que je m'appuyais sur des textes. Et c'est ce qui est demandé. Une fois que j'ai posé ces principes, eh bien, je vais répondre à la question en disant, donc, je vais expliquer aux parents que ce n'est pas le niveau d'exigence qu'il faut adapter, mais l'accompagnement des apprentissages. Qu'est-ce que c'est que la différenciation pédagogique? C'est un objectif identique, mais pour l'atteindre, on va prendre des chemins différents. C'est exactement ça. Cela se fait concrètement dans les classes par la différenciation pédagogique, qui permet de prendre en compte les difficultés de certains élèves. Et là, vous citez votre référentiel de compétences, parce que le référentiel de compétences oblige les enseignants à faire de la différenciation pédagogique. Ce n'est pas que vous la faites parce que vous êtes gentil ou que c'est parce que vous la faites parce que c'est une obligation. C'est marqué dans le référentiel de compétences. Et après, vous allez citer. Vous pouvez aussi parler des projets, des parcours, vous pourriez parler des PPRE, des APC, des RAZ, tout ce que l'école propose pour que justement on puisse permettre à tous les élèves de progresser. C'est marqué dans l'article 1 de la loi d'orientation. Voilà. Et après, vous pourriez élargir la réflexion en disant que la réflexion des parents, elle a un côté un peu réducteur. Pourquoi? Parce que tous les enfants n'ont pas forcément des capacités moindres dans les quartiers défavorisés, mais inversement, tous les enfants des quartiers plus aisés n'ont pas forcément des capacités plus développées. Donc, c'est extrêmement réducteur, extrêmement caricatural. Et vous pourriez dire, en revanche, ne rien faire, c'est enfermer les enfants dans leur héritage social. Et là, vous pourriez vous baser sur quelques notions de la sociologie, de l'éducation, que vous devez aussi connaître un minimum. Voilà comment on peut répondre à une question. Et en fait, tout l'objet de la préparation, c'est de vous être approprié ces textes. Parce qu'on attend de voir si oui ou non vous connaissez un minimum les grands jalons de l'histoire du système éducatif et si vous connaissez les textes qui sont en vigueur. Alors, je vais aller voir les questions que j'ai dans le QR. Peut-on souligner l'obligation de moyens et de résultats? On n'a pas forcément une obligation de résultats à l'école, si ce n'est celle, effectivement, de respecter les programmes et des attendus de fin de cycle. Vous pourriez le souligner, mais effectivement, tu pourrais le souligner en disant, de toute façon, moi, j'ai des attendus de fin de cycle et c'est les mêmes pour tous. Absolument. Dans ce cas-là, oui.
Ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation d'attendu de fin de cycle. Est-ce qu'on peut faire de l'humour quand on répond comme si on essayait de calmer le jeu avec le parent virulent avec humour? Alors Lise, ça va tout dépendre de ton jury. Tu vas avoir des jurys méga fermés et si tu fais de l'humour avec eux, tu vas te sentir très seul. Par contre, l'année dernière, il y a eu beaucoup de jurys qui ont été vraiment dans l'humour et qui finalement l'ont très bien pris. Donc, tu vas prendre la température. D'accord? Et tu verras si effectivement l'humour est le bienvenu ou pas. Si tu sens que le jury est plutôt dans le second degré, dans l'humour, tu peux. Si tu sens qu'il est un peu coincé, on va éviter. D'accord? Ensuite, je regarde vos questions. Est-ce qu'il est possible de résumer les textes institutionnels? Il faut que tu les résumes, il faut que tu fasses des fiches. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait des tableaux synoptiques, on fait des choses comme ça pour essayer de les intégrer avec les grands mots-clés. Est-ce qu'il est possible de trouver une liste de questions de ce genre posées l'année? Alors, tu as pas mal sur les réseaux sociaux. Hein, il y a beaucoup de collègues, enfin, de futurs collègues qui l'année dernière ont donné leurs questions. Donc, si tu vas un petit peu sur les réseaux sociaux, tu auras déjà pas mal de questions qui sont tombées l'année dernière. Voilà. Voilà pour cette question. Et je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions du QVR. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Donc, vous voyez que finalement, le maître mot, c'est quand même la préparation, que c'est une préparation qu'il faut envisager assez rapidement, au moins pour que vous ayez fait vos fiches, au moins pour que vous ayez commencé à réfléchir, de manière à ce que lorsque les écrits seront terminés, vous ne soyez pas en train de construire vos fiches, mais en train de commencer à réviser, que ce soit véritablement révisé. Voilà. Pour les dates, il y en a pas, enfin, les dates, nous, on les a résumées. Hein. On a vu effectivement les principales dates. Tu remontes, voilà, il y a une vingtaine de dates à retenir et si vraiment ta mémoire est saturée, il y a une petite dizaine de dates à retenir. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver des listes? Je ne sais pas si sur Internet, tu peux trouver des listes. Elles sont rarement exhaustives. Hein. C'est vrai qu'après, bah, c'est un travail qu'il faut faire, essayer de regarder les dates, quelles sont les dates importantes. Bah, la loi d'orientation, on remonte à Ferry, la loi d'orientation, il y a quand même il y a quand même, je dirais, une dizaine de dates qui sont des dates un peu charnières. Et je ne vous le promets pas, mais j'essaierai de vous donner un petit récap sur au moins les dates clés. Donc, je ne vous promets pas, mais j'essaierai de mettre dans l'espace où je mettrai également. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur la plateforme, je vais vous mettre le diapo. Je vais aussi vous mettre les principaux documents que je vous ai donnés, les programmes, les attendus fin de cycle pour que vous n'ayez pas à aller les chercher. Et j'essaierai aussi de vous mettre au moins un petit récap des dates clés que vous devez connaître. Voilà, j'essaierai au moins de faire ça. Alors, le maire vient vous voir et vous dit que le lendemain, une intervention est prévue dans votre classe en ce qui concerne… Ce n'est pas au maire de dire ça, Sabine. Ce n'est pas du tout le maire qui peut te dire qu'il y a une intervention. Si tu as une intervention dans ta classe, elle est forcément inscrite dans le projet, ça a forcément été discuté, la personne qui intervient, elle est forcément validée par l'IEN. Le maire, lui, tout ce qu'il fait, ou alors, il en a parlé en conseil d'école, mais le maire ne peut pas venir toquer à ta porte et te dire que demain dans ta classe, il y aura une intervention. Toute intervention va passer par une réflexion de l'équipe pédagogique. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, voilà, donc comme je vous disais, hein, je vous mettrai tout le diapo. Et alors, on a accès, je pense qu'on a accès à la plateforme. Je pense que là où vous avez, Stéphane, tu peux m'aider? Pour la plateforme, vous allez sur le site Brio Concours et vous allez retrouver d'ici peut-être demain, le temps qu'on mette tout ça en ligne, vous allez retrouver un cours gratuit qui va s'intituler Masterclass avec Véronique sur les préparations oraux. Voilà. Voilà. Et là, vous retrouverez tous les documents dont elle vient de vous parler.
Exactement. Vous trouverez le diaporama, vous trouverez les principaux documents EduSchool, parce que bon, comme je les ai téléchargés, c'est plus simple. Et si j'ai le temps, un petit récap quand même du système éducatif, des dates importantes du système éducatif. Voilà, j'espère que pour ceux qui découvrent un petit peu ou qui se posaient des questions, ce live vous a permis de lever certaines questions, hein. Donc, j'espère aussi que ça vous a un petit peu motivé, parce que c'est vrai que bah, il faut être motivé. C'est compliqué de travailler l'oral sans savoir si on va y aller. Et ceux qui ont déjà passé le concours, il y a une chose aussi que vous savez, c'est que c'est extrêmement compliqué quand on a fini les écrits de se remettre dans l'oral. Et le fait effectivement d'avoir commencé à préparer les fiches et de se dire je n'ai plus qu'à les apprendre, je n'ai plus qu'à rentrer dedans, eh bien c'est quand même beaucoup plus confortable que se dire oh, maintenant il faut que je fasse mes fiches. Et puis il y a une situation aussi qui est terrible, c'est d'être admissible et de ne pas avoir travaillé parce qu'on pensait ne pas l'être. Donc, il faut absolument que vous travailliez. Les écrits sont passés, ils sont passés. Maintenant, eh bien, je vais aux oraux et je prépare les oraux. Et ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Voilà, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Stéphane, Eh d'avoir bien, été de avec rien. nous. Merci à toi, Véronique, et bonne soirée à tous aussi. Bonne soirée à tous. Et puis, ben, bon courage hein, et ne lâchez rien. On sait que le CRPE, c'est des hauts et des bas. Et restez dans les hauts. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je vous remercie infiniment de votre attention. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Véronique.